messieurs, dames, bonjour. Donc, si vous avez trop chaud avant de tomber dans les pommes, dites-le, on peut arrêter. J'ai un tout petit peu d'eau à boire, l'eau de la pompe n'est pas à boire. Par contre, je peux vous arroser si ça marche bien encore. Aujourd'hui, je vais faire une petite présentation d'un sujet qui est très important, complètement sous-estimé par les débutants. Donc, le sujet, c'est gérer la période d'installation en permaculture. Pourquoi c'est plus important? Parce que c'est, je pense, une des grandes causes d'échec. Les gens n'ont pas le temps. Pas le temps d'attendre. Ils sont tellement enthousiastes et ils pensent que c'est comme au magasin ou comme dans les cours. Vous payez, à la fin de l'année, vous avez un résultat. Ou à partir du moment où vous avez payé, vous avez une carte, donc déjà quelque chose en main si vous avez rien pendant longtemps. Donc c'est une cause d'échec, la déception et puis on va dire l'attentisme d'une manière générale, quoi. Les gens ne savent pas que c'est souvent au fond d'eux-mêmes, dans leur attitude, que le résultat ou la production réside. Donc comme ils ont une attitude, on va dire, qui n'est pas souvent ouverte, en fait ça mène à l'échec. La deuxième raison pour laquelle c'est un sujet qui est important, je pense, c'est que c'est la phase la plus intéressante et peut-être la plus importante pour le permaculteur. L'agriculteur, on lui a dit, ici, planter patates, nécessité de tracteur pour planter, nécessité de tracteur pour chercher, et puis la date et la fin et de plantation, et puis c'est tout, quoi. Avec la permaculture, c'est un peu comme la chasse, vous ne savez pas ce que vous allez planter, vous ne savez pas ce que vous allez manger, et quand vous allez manger, comment le manger. En gros, on maîtrise peu de facteurs. Et cette période d'installation, c'est une période, comme disent, d'abord d'installation du jardin, mais surtout d'apprentissage. On a énormément de gens ici. Quand on leur demande d'enlever un petit peu des mauvaises herbes parce qu'elles étouffent les jeunes plantes, ils enlèvent tout. Ils enlèvent les légumes, ils arrachent tout, quoi. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître les jeunes plantes. C'est vite dit, hein, on connaît tous la plante une fois qu'elle est cuite dans l'assiette avec la mayonnaise ou le ketchup. Mais qui la connaît à l'état de semence, plantule, plante adulte, floraison et même fanée, quoi. C'est pas évident. C'est quand même, si on va dire qu'on a 200 plantes, connaître 200 plantes à tous les stades de développement, avec les entourant leurs maladies, c'est vite dit, quoi. Donc quand on dit un jardin en permaculture nécessite 3 ans, d'après moi, minimum 3 ans, 3 à 10 ans d'installation. Ces 3 à 10 ans d'installation sont aussi la période nécessaire aux gens pour connaître bien leurs végétaux, le biotope dans lequel elles vivent, c'est-à-dire connaître 1, 2, 3, 4 cycles de plantation et se rendre compte que c'est pas si facile, que les plantes, certaines années marchent bien, d'autres elles marchent pas, quoi, hein, et arrivent à les faire renaître. Certaines ne restent pas au même endroit, elles ont besoin de bouger, donc vous les laissez se ressemer et réapparaître à d'autres endroits. Si vous les remettez au même endroit, elles donneront rien. Et ça, il y a des têtes de mules, moi je suis une tête de mule aussi, moi, hein. Je suis passé par là, il y a des têtes de mules qui ont besoin d'un certain nombre d'essais et échecs, hein, pour se rendre compte qu'il faut lâcher prise et que c'est pas comme on dit la permaculture, hein. Et c'est très important de reconnaître l'importance de cette période, hein, et pas de se dire juste. Malheureusement, c'est souvent le cas. Les gens se disent, bon, on a 3 ans à tirer, c'est un peu comme le service militaire, maintenant il n'y en a plus, ou la tôle, hein. On a 3 ans à tirer, on ferme les yeux, on pense à autre chose, et puis dans 3 ans, je me réveille, tout sera beau, magnifique, on sera dans le jardin d'Éden, quoi. Eh ben non, si vous ne travaillez pas sur vous-même, si vous n'apprenez pas, si vous n'installez pas toutes ces boucles de rétroaction au bout de ces 3 ans, vous n'aurez toujours rien. On a un certain nombre d'individus dans le jardin qui venaient faire toujours le travail facile, c'est un peu dommage ça, l'arrosage, des trucs comme ça, quoi, hein, porter des seaux, hein. Et là vous faites rien, quoi, vous apprenez pas. Et donc au bout de ces 3 ans, vous êtes toujours le gars qui ne sait pas reconnaître une plante qui se mange, une plante qui ne se mange pas, et qui ne se mange pas, quoi. C'est vraiment délicat. Pour moi, la période d'installation, c'est une période qui est très utile. Alors, ça c'était juste l'intro, quoi. Le sommaire, donc il y a 2 chapitres essentiellement, il y a dissocier les problématiques liées à la permaculture en général. Donc, quelles sont les problématiques, si parmi vous il y a des jardiniers, quels sont les écueils ou ce à quoi vous allez vous heurter. Deuxièmement, les problématiques des jardins partagés en permaculture. Ceux qui n'ont pas de jardin partagé, bon, ça ne les concerne pas trop, mais dans un jardin partagé, ça ne marche pas du tout comme dans un jardin normal, hein. Il y en a qui marchent, qui ont plus de rendement que dans un jardin normal, d'autres qui ont nettement moins de rendement que dans un jardin normal. Troisièmement, les modifications induites par le changement climatique. Moi, ça fait 40 ans, hein. Ouais, un peu plus de 40 ans, un peu moins de 40 ans qu'on a les mains dans la terre. Au début forcé, hein, comme tout le monde, hein. On va chercher des salades, on va ramasser les oignons, des trucs comme ça, quoi. Et puis après, c'est devenu un peu... j'en ai fait mon affaire, quoi.
Et ces 5-10 dernières années, il y a de plus en plus de changements. D'abord les tomates. Et maintenant, c'est les légumes saisonniers perpétuels, ceux d'été sont en hiver et vice versa. Donc c'est des problèmes auxquels il faut... S'il y a des gens qui sont professionnels, pour eux c'est un gros problème. Parce qu'ils ne peuvent pas dire comme les privés, bon bah je mange autre chose, je vais au magasin. Quoi. Le professionnel il doit alimenter le client tout le temps, sinon le client il va finir par aller voir ailleurs. Quoi. Quatrièmement, les problèmes liés à l'agriculture générale, c'est-à-dire les problèmes qui sont propres même aux gens qui cultivent à côté, hein, donc ceux qui sont toujours avec un outil à la main. Quoi. Voilà. Et on terminera par quelques trucs et astuces pour débutants, hein, ça c'est le truc facile. Quoi. Introduction. En permaculture, comme en jardinage normal, un beau jardin est un vieux jardin. C'est-à-dire d'un jardin neuf, vous n'avez rien à attendre. Moi, chaque fois qu'on me demande de visiter ce truc-là, je suis un peu embêté, je ne sais pas si je dois dire non, oui, je préférerais dire non. Malheureusement, les gens ils insistent des fois et c'est comme ça. Mais je pense qu'un jardin en permaculture pendant les 3 premières années n'est pas à montrer, n'est pas montrable. Et par contre, les vieux jardins, même abandonnés, même mal faits, j'en visite souvent des jardins au Comtat, notamment ces jardins qui sont très vieux, certains, je pense qu'ils doivent avoir un peu plus de 100 ans. Quand je dis qu'ils ne sont pas abandonnés, on tombe toujours l'herbe, mais les arbres sont beaucoup trop gros. À l'origine, ils étaient faits pour être taillés, contenus, éclaircis. Personne n'a éclairci ces arbres, donc ils sont devenus énormes. Il n'y a plus que de l'ombre, il n'y a plus rien qui pousse là-dedans. Et les gens me disent qu'est-ce que fait avec mon jardin? Bah ouais, vous avez juste tondu l'herbe. Hein, donc même mal entretenu, un jardin ancien est un beau jardin. On voit les arbres sont sains, ils sont mis à l'aise, ils ont appris à dialoguer, c'est vraiment bien. Quoi. Donc il ne faut jamais perdre de vue de ça. C'est pas avant 10 ans que votre jardin est montable. 5 ans je pense, mais à 5 ans on commence à avoir quelques très très beaux légumes qui montrent que là on est à l'aise. Et quelques, hein, c'est 20%, 30%, c'est tout. Et au bout de 10 ans, 15 ans, là on a des arbres qui sont magnifiques, même quand ils sont jeunes, on a des gros troncs costauds, quand on ramasse des fruits c'est par cajot entier, là on peut dire qu'on a un jardin. Ici, surtout le jardin, on a peut-être un cajot de pommes, quoi, hein. C'est tout, quoi. C'est vrai, il y a encore un demi-cajot de pommes. Donc il faut resituer le contexte, un jardin ça prend énormément de temps à être mis en place. Il ne faut pas être très exigeant. Voilà, le parfait en permaculture, c'est le parfait développement des végétaux qui est dû grâce aux équilibres naturels dans le biotope qui peut prendre des années. Hein. Donc c'est pas vous, comme en agriculture normale, si ça marche pas bien, vous labourez plus profond, vous foutez la dose d'engrais et puis vous prenez des plantes à croissance plus rapide et c'est bon quoi. Au bout de 6 mois, vous avez la patate là, énorme. Hein. Et c'est bon. En permaculture, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Vous pouvez faire un tour dans le jardin. Vous avez pendant 2-3 premières années des plantes chétives, tordues, qui crèvent à mi-croissance, puis finalement une plante adulte mais qui n'est pas ce que vous pensiez, et aussi elle est marqué dans la photo quoi. Et au bout de 3-4 ans, là c'est une grosse mama. Très grosse mama qui est là depuis 3 ans. Et quand vous passez à côté, vous n'avez pas envie de marcher dessus parce que vous voyez qu'elle est là. Elle a un gros tronc, c'est du bois, c'est une salade ou c'est un chou. Et c'est une plante que vous respectez qui est un gros truc. Hein. Donc le parfait développement des végétaux n'est pas de votre fait, n'est pas du fait de l'agriculteur, c'est du fait du temps. Du temps et des équilibres qui se mettent en place. Et ça, il faut le laisser faire. Quoi, hein. Voilà. Et ça prend des années, je le répéterai toujours. Quoi. Ici, dans ce jardin, on souffre de l'enthousiasme. La population des cultivateurs a changé. Au début, c'était des militants, des mecs qui sont dans la politique active, ils sont dans le, je sais pas quoi, pas le CAC 40, ils sont dans le facteur 4. Là. C'est pas la même chose, c'est toujours dans l'action carbone, des trucs comme ça, des trucs théoriques. Hein. Et en fait, les résultats venaient pas, hein, parce que je crois que sur Facebook, vous cliquez, quand vous likez, ça vient. Quoi. Après, il y a quelqu'un qui clique chez vous, ça en pousse comme ça. Quoi. Et là, on est dans un autre temps, vous y êtes pour rien. Si les plantes vous likent pas, c'est pareil. Quoi. Donc ils ont eu vraiment du mal, et cette population, on va dire, politicienne, politicarde, militante, a été remplacée par une population, c'est un constat, hein, qui revendique rien, qui est né, pas tout le monde, hein, pas tout le monde, mais presque 50%. 50% des gens qu'on a actuellement sont nés les mains dans la terre. Ils ont hérité ça, c'est-à-dire ils sont venus par hasard. On leur a dit qu'il y avait un jardin, des trucs comme ça, alors qu'ils sont en appartement, et puis alors des anciens agriculteurs, des gens comme ça, quoi, et ils se retrouvent là. Quoi. Mais c'est pas forcément les mêmes gens qu'on avait au début, parce que ceux-là ils ont lâché le morceau. Quoi. Tant qu'on avait des travaux lourds à faire, enthousiasme, on plantait 700 piquets, là c'était bon parce qu'au bout de 700 piquets on les voyait, c'était bien quoi. Mais pour les plantes c'est vraiment un autre cycle. Donc là vraiment c'est le parfait développement des végétaux se fait grâce aux équilibres naturels et c'est pas de votre fait.
pas entièrement de votre fait. Vous faites en sorte que l'énergie ou les choses vont dans le bon sens, mais c'est pas forcément vous qui décidez, quoi. Si ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Le non-interventionnisme implique de laisser le temps au temps, afin de permettre autant que nécessaire l'établissement de plusieurs successions naturelles de colonisation d'adventices pionnières. Les adventices pionnières, il faut les accompagner. Pas toutes, pas tout le temps, mais il faut les accepter. Les plantes sont vos amies, pas toutes. Elles travaillent pour vous, pas toutes évidemment, mais celles que vous ne mangez pas, il y en a une grande partie qui travaille pour vous. Et parmi les pires que vous ne mangez pas et qui ne travaillent pas pour vous, bah, vous ne pouvez pas lutter contre. Vous les laissez faire leur cycle, hein. C'est comme, vous savez, des emmerdeurs, hein. Il faut qu'ils disent leurs conneries. Quand ils ont dit leurs conneries, c'est bon, ils se calment et puis après on passe à autre chose, quoi. C'est un peu la même chose, les adventistes pionnières, vous les laissez venir, elles sont faites pour être en scène un temps et après elles ont fait leur temps. Par exemple, là, tout ce qu'on avait ici, on avait une rente coquelicot et j'ai mis du trèfle partout, le coquelicot on n'a pratiquement plus. Alors que le coquelicot c'était une catastrophe, ils nous ont fait du bois dur terrible, hein. C'était des plants énormes, c'était une poisse. Hein. Et on n'avait que ça nous étouffait plein de trucs. Hein. Et on ne l'a pas enlevé. On l'a un peu coupé par endroits et vous voyez, on a pratiquement plus. Donc laissez les invasives, les pionnières se mettre en place, les invasives, et après vous passez à autre chose. Il faut savoir accompagner ce rythme naturel et pas... Donc on n'est pas du tout en agriculture. Hein. L'agriculture c'est un peu la méthode de Daesh, hein, donc des Américains. On discute avec une mitrailleuse. Hein. Donc on tue tout le monde, on attend qu'il y ait une nouvelle génération qui marche, si elle n'est pas gentille, on retue tout le monde. Quoi, hein. Et on ne peut pas discuter avec une mitrailleuse. Donc ici, comme on a par définition pas de mitrailleuse, on laisse faire. Vous laissez un peu le chaos s'installer, et vous savez qu'en fait il est utile, il met en place hein, une succession, et pour 2-3 cycles, vous verrez que c'est plus du tout les mêmes plantes. Voilà, on développera ça après. Conclusion, l'agriculture naturelle est une école de patience et d'observation. Et pas un lieu de production de légumes pendant les premières années. Quoi. Il faut apprendre ça. Quoi. Donc, pour nous, on apprend beaucoup plus à se connaître soi-même et à se connaître dans le groupe. Et je pense qu'on prend, avec le temps, Véronique est plus là, non ? On prend pratiquement autant de plaisir à se rencontrer et à parler de problèmes avec le temps. Hein. C'est au bout de 2 ans maintenant, c'est notre 2e année, qu'à régler les problèmes de légumes. Les problèmes de légumes maintenant, au bout de 2 ans, c'est bon, on les connaît à peu près, on discute pratiquement plus. Quoi. Voilà. Donc je vais commencer le premier chapitre, les problématiques liées à la permaculture en général. Alors je vais évoquer les causes d'échec les fréquentes en permaculture. Le premier, le plus rapide, hein, c'est pas par ordre d'importance, c'est en vrac. L'application très partielle des principes de l'agriculture naturelle ou refus du laisser-faire. Alors on a ça très fréquemment chez les anciens jardiniers ou les pros. Les agriculteurs, les maraîchers, les ingénieurs agro, pas tous. Hein. Pas tous, il y en a qui sont en forte demande, qui font aucun jugement tant qu'ils n'ont pas vu le résultat. Et il y en a d'autres qui bloquent systématiquement. C'est oui, on va quand même essayer, et puis hop, on passe la fraise ou des trucs comme ça. Hein, en douce, discrètement, on la met quand il n'y a personne. Il est là, Baran ? Il est parti ? Il est parti. Et voilà. Voilà. Donc c'est l'application de 1 ou 2 principes. J'y crois pas trop encore et je vais essayer un petit coup. Alors qu'est-ce que ça donne ? Par exemple, désherbage total, mais sans couverture ni arrosage du sol. Donc on est gentil, on voit qu'il faut planter des trucs fragiles, hein, type carottes ou autre. Donc on désherbe toute une plate-bande et on couvre rien, comme en agriculture normale. Quoi. Ben, comme en agriculture normale, si vous arrosez pas, s'il n'y a pas d'amendement, s'il y a quoi que ce soit, ça donne rien. Quoi. Les 3 quarts des légumes potagères, vous pouvez les semer à la volée, hein, comme c'est marqué dans les bouquins, ça donne rien. Hein. Les fourmis passent, quand c'est des graines sucrées, elles les prennent. Hein. Les oiseaux c'est pareil, ça marche pas ça. Au moins en Alsace, vous pouvez venir au printemps quand il pleut bien, mais sinon ça ne marche pas, les semis à la volée comme ça. Chez les gens qui ont un fort mental avec un pouvoir avec des ondes, des trucs comme ça, là ça marche, mais chez moi ça marche pas. Quoi. Donc l'application par partie, je n'arrose pas comme il y a dans les bouquins, ça marche que dans un contexte très particulier, il faut prendre la globalité. Deuxième point, travail du sol sans couverture du sol. On a aussi, par exemple, décompacter, passer la grelinette, on a vraiment défait toutes les mottes et on laisse ça comme ça. On sème très gentiment. Qu'est-ce qui se passe ? Là aussi, ça dessèche. Ça dessèche, ça crève. Hein. Comme on a travaillé un peu le sol, on l'a remué, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les graines qui sont en dormance, hein, il y a des graines qui tiennent jusqu'à 400, 500 ans, hein, il y a la grande jusqu'à et plein d'autres plantes, elles tiennent très longtemps en dormance dans le sol. Donc il y en a même on a eu un petit tabouret qui a plus de 30 000 ans. Et donc une graine peut rester en sol tranquille jusqu'au moment où vous la remontez à la lumière,
elle enregistre les variations de température, la présence de lumière, c'est bon, elle décide de pousser. Et donc là, allez-y gentiment, quand en agriculture normale, même en bio, hein, vous travaillez le sol, vous ne couvrez pas, vous avez des emmerdes. C'est ce qu'on appelle cultiver les emmerdes. Hein. Voilà. Ensuite, culture non étagée sans arrosage. C'est ce qu'on a ici un petit peu. Hein. C'est quoi? C'est vous n'avez pas des arbres, vous n'avez pas des grandes treilles. Hein. Moi, au début, j'avais dit, vous allez voir, la vigne, ça pousse en 7 mètres par an. Ça fait la deuxième année, on n'a toujours que 50 cm de vigne. Hein. Là, je suis pour rien, mais bon, j'en fais tout le temps des vignes, c'est dans les bouquins, mais ça pousse vite et on a vite de l'ombre. Là, ça pousse pas très vite, bon, c'est comme ça. Alors, quand on cultive sans ombrage, hein, ce qu'on appelle l'ombrage tournant, hein, dans le sud de la France, c'est l'ombrage total. Nous en Alsace on ne peut pas, donc quand on n'a pas d'ombrage tournant, l'espèce d'ombrière qu'on met pour modérer l'ardeur du soleil, qu'est-ce qui se passe? Sans même être dans les canicules comme maintenant, ça crève. C'est tout, il n'y a rien à faire, hein, même si dans les bouquins il y a marqué en permaculture on n'arrose pas. Au début, tant que vous n'êtes pas dans un système de permaculture, de jardin-forêt ou un système qui se gère tout seul, ça ne marche pas. Alors les gens ils s'inscrivent chez nous, ils disent ouais t'as dit partout dans toutes tes confs, les bouquins il y a marqué on n'arrose pas, il ne faut pas arroser, c'est parce que c'est pas bon. Donc ils viennent pour ne pas arroser. Et quand on leur dit bah, vous allez venir tous les 2 jours arroser, donc il faut quand même distinguer la période d'installation jusqu'à ce que les arbres sont grands. Les arbres sont grands là, vous voyez, c'est ce truc-là, il y en a encore des grands arbres, quoi. Mais bon, jusqu'à ce qu'ils fassent une grande couronne de 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Pour combien de temps? Il faut 5, 6 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quoi. Ça dépend, ils n'ont pas tous la même vitesse de croissance, quoi. Mais il faut se donner ce temps pendant lequel il faut arroser. Et, vous arrosez avec ce que vous voulez, quoi, mais il y a tout qui crève. Même des plantes sur des sols lourds comme ça, donc argileux, qui se ferment et qui deviennent très très durs. Même avec du BRF, avec du paillage, avec du BRF ça marche bien, mais avec de la paille ou de la feuille morte, elle dissocie très rapidement. Et à un moment, j'ai ça dans mon jardin, hein, il n'y a plus rien. La paille, vous en avez mis, il n'y en a plus. À bout de 6 mois, 12 mois, il n'y a plus de paille. Et là, la sécheresse, la battance font que la terre devient hyper dure. N'importe quelle plante, jeune plante, meurt là-dedans. Même si c'est une perpétuelle. Il faut vraiment qu'elle ait un massif très gros pour qu'elle arrive à survivre. Donc là, tant qu'on n'a pas les conditions requises, vous êtes condamné à faire de l'agriculture un peu normale, c'est-à-dire à intervenir. Voilà, conclusion, faire de la culture conventionnelle sous couvert d'agriculture, comme certains qui ne croient pas vraiment, hein, du genre j'ai une moto bêche, je viens de l'acheter, je ne vais pas la jeter, donc j'en passe un petit peu, c'est toujours sympa, c'est beau, c'est nickel. Ben, en fait, c'est vous à l'échec. Tant que vous faites ça, le compteur de la permaculture est à 0. C'est-à-dire que vous n'avez toujours pas l'installation du vie du sol, vous n'avez toujours pas de couvert, vous n'avez toujours rien, quoi. Donc en fait, la permaculture, à mon sens, ne s'accommode pas de demi-mesure. C'est ou à fond, vie du sol total, couverture totale très épaisse, et puis encore dessus 2 ou 3 étages. Et là ça peut marcher, ça commence à fonctionner, quoi. Mais tant que vous êtes de la monoculture, la terre désertifiée, j'appelle ça le paysage Kagoshima en hiver, bah, c'est rien à attendre, quoi. Vous mettez au printemps le compteur à 0, c'est-à-dire en merde max, quoi, hein. Toutes les mauvaises herbes qui vont lever, tout qui va crever à cause du soleil, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième cause d'échec, le copier-coller du stéréotype. Exemple, moi je fais la permaculture, j'ai fait des buttes. Ou alors moi j'ai fait une spirale aromatique. La spirale aromatique et les buttes, on explique ça comme un système à une petite échelle qui marche bien. On explique l'interaction, la pente, l'humus, et ainsi de suite. Mais c'est une solution à un problème, tant que vous n'avez pas de problème, vous en faites pas, quoi, hein. C'est la permaculture sous nos terres, c'est une belle connerie. La butte, c'est une belle connerie. Pourquoi elle offre un relief? Donc en fait elle sèche beaucoup plus rapidement qu'un élément creux. Une butte, quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire en cavité, sur certains sols, c'est beaucoup plus intelligent. Parce qu'elle accumule l'eau, vous avez tout ce qui est poussière, feuilles mortes qui va se mettre dedans, donc vous avez beaucoup plus de muscle ailleurs, quoi, hein. C'est sûr, il faut se pencher plus profond, c'est pas malin de ce côté-là. Mais la butte, pour moi, c'est toujours... c'est le facteur déclencheur je sais pas comment on appelle ça, de l'obscurantisme. La personne qui se colle à la forme, qui n'a pas compris le sujet, quoi. Je fais une butte, je fais une spirale aromatique, c'est que j'ai rien compris en général, quoi. La spirale aromatique, parce que qu'est-ce que c'est? Elle explique l'interaction entre la masse d'inertie qu'offre des roches par exemple, et puis besoin en chaleur. Ensuite elle explique la hauteur, c'est-à-dire la plante qui a moins besoin d'eau en partie haute, celle qui a moins besoin en partie basse. Mais si vous avez un mur, un trottoir, n'importe quoi, un enrochement, un massif, ben c'est pareil, vous n'avez pas commencé à faire des spirales. Comme je connais des gens qui ont des enrochements, des vieux murs, ils font leurs spirales, quoi, hein. C'est qu'ils n'ont pas du tout compris que la permaculture, c'est faire avec le sujet, le terrain, et commencer déjà par faire le moins possible. Hein, donc ce qu'il faut, c'est
La solution, c'est en premier, c'est chercher dans le biotope existant ce qui est comestible, ce qui réussit bien. Par exemple, si vous avez un vieux mur, vous n'allez pas faire une spirale. Si vous avez plein d'arroges, vous allez vous dire, ça c'est déjà des sols qui ont telle et telle caractéristique, des sols rebués, des sols très azotés. Vous allez développer ces cultures-là. Et vous allez craindre les autres qui veulent les sols pauvres, par exemple. Donc il faut commencer par se pencher sur ce qu'on a et pour ne pas être à côté de la plaque. Voilà. Et observer les différences de milieu, de végétation de sol, les différences d'hydromorphisme et tout ça. Voilà. Autre cause d'échec, sous-estimer la durée et les contraintes de la période d'installation. Ça c'est notre cas, on est actuellement dans le sujet, puisqu'on est exactement à mi-parcours. Sur ces 3 ans là, on a fait un été et demi, donc on est au milieu du purgatoire, on va dire. On ne sait pas encore si on a été mauvais ou si on est vraiment bon. On est dans le doute, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a? On a différentes problématiques qui se posent quand on ne sait pas, quand on se dit merde, ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? La première, c'est le premier problème auquel on est confronté, la concurrence d'adventistes pionnières. Puisque ces adventistes, c'est les mauvaises herbes pionnières, c'est celles qui viennent tout de suite, celles qui sont en dormance, ou celles comme par exemple les Kénopodes qui ont 80 000 graines sur un pied. 80 000 graines, ça veut dire quand vous laissez une plante monter, vous avez presque tout un terrain comme ça qui est plein. Donc quand vous remuez des sols ou en général quand vous dégarnissez des sols, vous avez toujours les mêmes plantes. Celles qui ont des graines hyper légères qui sont portées par le vent et celles qui en général résistent mal à la concurrence. Ces pionnières, il faut savoir qu'elles résistent mal aux autres mauvaises herbes ou aux plantes durables vivaces. Elles sont là juste en gros pour occuper le terrain et permettre aux autres bonnes ou celles qui sont lentes de venir. Moi je dis toujours, le sol c'est comme la peau. Si vous avez des enfants, vous savez que dès qu'ils ont des bobos, ils grattent les croûtes. Et on leur dit tout de suite, il ne faut pas gratter la croûte. La croûte, elle est gênante, elle fait mal, surtout elle n'est pas belle, mais elle est nécessaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aux agriculteurs désherber tout de suite, parce que ça rend le sol de plus en plus malade, ça les tue, et ça les oblige après à mettre de plus en plus de produits, quoi. Mais aux permaculteurs, on leur dit le contraire, laissez la couverture végétale, même si c'est un truc que vous ne mangez pas, le sol doit être couvert en permanence. Comme les croûtes, si vous enlevez les croûtes, vous allez finir par vous infecter, choper des maladies après contre lesquelles votre corps ne peut plus lutter. Et après, il faut manger des médocs, quoi. Et avec la terre, c'est pareil, laissez la croûte s'installer, c'est celle-là qui vous protège la vie du sol, parce que la vie du sol a besoin d'humidité, d'ombre et d'une constance de température. Et cette croûte, qu'elle soit avec des déchets organiques ou de la matière vivante, c'est-à-dire des couvre-sols, des adventices pionnières, il faut la laisser. Donc, quoi que vous fassiez, vous laissez, à part les végétaux que je vais évoquer après, la croûte végétale, ce qui vient, ces pionnières, elle travaille pour vous. Contrairement à ce qu'on fait en agriculture. En agriculture, on commence par tuer, après on réfléchit. Comme les Américains, d'abord on tue, après on voit ce qu'on peut récolter. Ensuite, la concurrence d'adventices pionnières, qu'est-ce qu'on fait? Solution, dès le début, se restreindre à... Parce qu'il faut, vous pouvez laisser le tapis d'adventices monter, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose que dans le champ d'à côté. Vous n'aurez pas pour autant des légumes, vous n'aurez pas pour autant une super fertilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse évidemment la couverture se mettre en place, mais pour commencer la culture, on n'arrache pas non plus, ça vous avez bien compris, on commence par multiplier les plantes vivaces et perpétuelles, c'est tout. Donc comme on n'a pas beaucoup, et certaines sont difficiles à trouver, certaines sont très lentes à mettre en place, on se concentre là-dessus. On commence à mettre des plantes, même si vous ne les mangez pas trop, commencez à blinder de ça parce que c'est ce qui va faire de la concurrence racinaire. Ces plantes-là, une fois qu'elles commencent à coloniser le sol, toutes les adventices pionnières vont disparaître. Donc, tant qu'à faire, vous mettez ces légumes-là. Comme dit, même au début de la première année, on avait 4 légumes dedans. Les gens disaient, c'est des légumes sauvages, quoi. C'est pas fou, quoi. Je leur dis, mais c'est pas le problème que vous les mangez, vous les aimez, il faut remplir. Et chaque année, on met 20%, 30%, et à un moment, vous avez 80% du jardin qui est plein de perpétuels, et ça commence à être vraiment cool. Là, le peu qui reste, vous le consacrez à des plantes un peu difficiles, comme les tomates. C'est pas très difficile, mais il faut s'en occuper, ça ne vient pas tout seul. Et puis, deuxièmement, vous mettez en place une couverture du sol par variété rampante. Il y a des grands végétaux, les grands végétaux, c'est les arbres, c'est là il faut les mettre tout au début, si vous avez compris. Mais aussi des variétés couvre-sol, celles qui ont la capacité de passer sous les autres légumes. Donc, sous les grands choux, vous pouvez avoir des plantes qui poussent tranquillement et qui vous fructifient ou pas, ou qui ne vous dérangent pas. En tout état de cause, elles vous maintiendront de l'ombre. Si vous venez chez moi, j'ai eu un paillage sur quelques plates-bandes qui est parti. Les plantes, elles tirent la tête. J'ai pas eu le temps de m'occuper, je ne peux pas être partout. Et même quand on a un bon sol, avec une bonne vie du sol, s'il se dégarnit, tac,
il se condamne. Bon, il va reprendre, hein, mais il faut que la saison est ratée pour moi, il faut que je remette la chose dessus. Donc la manière la plus écologique et la plus économique de faire un couvre-sol, c'est de mettre un couvre-sol vivant. Donc c'est une plante rampante qui va tout vous envahir et puis qui fait que ça ne dessèche pas trop. Alors on a le trèfle. Bon là il a pris un coup de sec, mais en général même s'il prend un coup de sec, lui sous la terre vous pouvez creuser, il est toujours là. Dès qu'il y aura de nouveau quelques orages, il va repartir. Dans les plates-bandes cultivées, je ne vais pas mettre du trèfle parce que celui-là il est un casse-pied. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on met comme rampant? Couvre-sol? Du liron, ouais, très bien, c'est qui a dit ça? Des fraises? Ouais, voilà, des fraisiers. Mais vous ne mettez pas des gros fraises moches, là, qui attirent les limaces, vous mettez des bonnes fraises qui ne faites pas de manger, comme les fraises de bois. Hein. Voilà, donc on met des couvre-sols et des grands arbres très rapidement. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait au début. J'aurais pu le faire par la suite parce que c'est un boulot cool, sympa. Non, on a mis les arbres et seulement après tout le reste, hein, longtemps après. Donc ça c'est important, surtout que les arbres, bon il faut en remplacer, certains tous ne prennent pas, hein. On a encore 3-4 arbres qui n'ont pas pris, donc c'est toujours ça de perdu, on a déjà perdu 2 hivers pratiquement avec 2-3 arbres, c'est pas un drame, mais vous ne pouvez pas les mettre à la fin, c'est pas possible. Voilà. Et observer les déséquilibres et divergences par rapport au projet initial, c'est-à-dire que dans la couverture du sol, vous avez une lecture. Toutes les adventices pionnières ne sont pas les mêmes. Elles vont vous révéler certains sols qui sont beaucoup trop riches en azote, d'autres pollués, d'autres ainsi de suite. Quoi. Donc il faut utiliser cette couverture du sol aussi à votre profit pour savoir où vous allez. Voilà. Remarque, certaines plantes requièrent d'en repiquer ou semer, tiennent 2 à 3 ans presque sans feuillage sous la pression des limaces ou la couverture de liseron, la couverture totale de liseron, la couverture totale de trèfle. Mais néanmoins, ces plantes continuent à se développer pendant 2 à 3 ans sans que vous les voyez. Alors, c'est des plantes que vous achetez, que vous allez bouturer, et vous dites, punaise, il n'y a rien, c'est l'horreur. En arrachant le liseron, il y a la moitié qui est partie. Le peu qui est resté s'est fait bouffer par les limaces, et ce qui ne s'est pas fait bouffer par les limaces a pris encore 2 mois de soleil, de sécheresse, et c'est mort. Et 3 années de suite comme ça, donne une plante qui, l'année suivante, va sortir et vous faire une moumoute comme ça. Il y a des plantes comme ça qui résistent, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gens qui ont marché dessus parce qu'ils ont oublié. Hein. Moi j'ai même une copine qui m'a arraché la moitié en disant c'était pourri, en plus c'était mal planté. Ah bah non, ça a marché quoi. Ça a marché, donc il faut savoir que ces plantes rustiques sont relativement coriaces. Hein. On n'est pas dans l'agriculture où on voit des plantes malades qui sont énormes, hein, pleines d'eau, mais qui sont malades et chétives et qui n'attirent que... Allez sur le site pleunchamp.com, hein, le site des agriculteurs pollueurs, c'est marqué en gros, les plantes ne peuvent plus se passer de l'agrochimie. Mon petit bonhomme, hein, c'est marqué, c'est les mecs qui vous le rajoutent tout le temps, ils vous le rappellent, hein, parce qu'il y a toujours des écolos à con qui se ramènent avec des trucs comme la permaculture et les mouches gentiment comme ça. Non, si t'as pas 40 traitements, entre 30, peut-être pas 40, mais 30 traitements, 40 officieusement, quoi, les plantes ne peuvent pas pousser. Oui, avec ces plantes-là. Avec les plantes que nous on vous propose, vous pouvez en marcher dessus, pas toutes, hein, mais certaines passent même 3 ans, 4 ans, massacrées, bouffées, ratiboisées. Et puis un sourd, quand elles ont un tissu racinaire, une bulbille, un rhizome bien fort, elles sortent et vous ne comprenez pas, mais punaise, elles sont là. Et là, vous vous souvenez que vous en avez payé 10 à je sais pas combien, et magnifique, c'est génial. Alors qu'est-ce qu'il y a comme plante de ce type-là? On n'en a pas beaucoup, on a le hosta, on a la mélanchier, on a, qu'est-ce qu'il y avait, l'hémérocale aussi. C'est des plantes qui, vous pensez qu'elles sont en situation désespérée, ben c'est faux. Voilà. Donc il y a l'asperge aussi, hein. L'asperge, là on en a acheté des grosses, vraiment des gros sacs aussi, puis ils sont fait bouffer à 99%. Quoi. Moi j'en ai une ou deux qui a fait une tige comme ça, c'était bien, un peu petit, mais tout le monde, après les arbres plantés, ils sont venus, ah punaise, on a 100% de perte, laissez tomber, l'asperge, vous allez voir l'année prochaine, ça va recommencer, une deuxième fois, 3e année encore un peu, mais la 4e année c'est punaise, elle sort, mais alors, et là c'est sûr, il y a 10%, 20% des extrémités qui sont bouffées. Hein. C'est pas grave en permaculture, quand c'est bouffé par un animal, c'est bon pour vous. C'est que vous pouvez manger, c'est ça, c'est preuve que c'est comestible. Donc il n'y a aucun problème, et là vous avez vraiment beaucoup d'asperges, et vous les récoltez pendant longtemps, 5-6 mois. Hein. Mais ça continue de sortir encore, ça va encore sortir. Hein. Vous ne les ratiboisez pas tout en une fois. Chaque fois qu'il y a une tige qui sort, vous en coupez une, vous la mettez dans la salade, vous la cuisez, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà. Ceux qui n'ont pas de paillage, autre remarque, ceux qui n'ont pas de paillage, c'est mon cas, moi c'est pas que j'ai pas de paillage, c'est que j'ai pas le temps d'aller chercher là. En fait il y a un truc simple, hein. On cultive dans la permaculture un tiers du jardin en bandes vertes, c'est des bandes qui sont dédiées à la production de masse, de biomasse qui sert à tout simplement paillage au niveau des plantes. Hein. Donc ça il ne faut pas le sous-estimer. Ici à Saint-Gall on a un terrain qui est beaucoup
trop petit pour permettre ça. On a juste mis une plate-bande pour montrer un peu quoi. Hein. Et donc on va essayer de ramener ça, je sais pas, tous les 2 ans, 3 ans ou tous les 10 ans. Mais dans un jardin qui a un peu de place, mettez un tiers du terrain en bande verte. C'est de la plate-bande que vous ratiboisez. Hein. Vous pouvez mettre du céréales. En général, on plante des plantes bioaccumulatrices, hein, comme par exemple la consoude. Elle a une racine très profonde qui va vous chercher les nutriments très profondément. Et donc vous pouvez la couper 4 fois par an. Et là, vous tapissez tout votre plate-bande. Hein. Et donc ça se décompose vite. C'est toujours bénéfique. Donc vous coupez et vous paillez. Ça c'est vraiment sympa comme boulot parce que ça ne pique pas, c'est des énormes volumes, ça se coupe très facilement, hein, c'est très aqueux comme plante. Voilà. Autre remarque, au stade adulte, de nombreuses plantes étouffent toute la concurrence des adventices pionnières, ce que j'ai expliqué avant. Donc vous pouvez vérifier dans notre jardin, il y a des plates-bandes de plantes qui sont quasiment, pas complètement, hein, si je prends le cas du framboisier, quasiment indemnes de mauvaises herbes. Il y a un peu de liseron dedans, il y a de la ronce, ça c'est casse-pied. Mais sinon vous avez la crousoude, vous n'avez pratiquement rien comme mauvaise herbe dedans. Vous avez le chou de menton, il y a même pas 5% de mauvaises herbes à sortir dedans, et quand il y en a, c'est pas un drame. La mélisse, la menthe, la rhubarbe, la rumex patienta, ça c'est des plantes qui s'en fichent complètement. Quand elles commencent à s'installer, vous avez des massifs entiers de légumes, de plantes, dans lesquels vous n'avez plus rien à installer. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut mettre au début en place. Vous allez voir parce qu'ils s'étendent aussi latéralement. Et tout ce qui est liseron et autres commence à morfler. Ce sont des feuilles de bouton. Et là, vous voyez qu'en fait, en faisant rien, vous n'avez pas de fond. C'est toujours comme ça que ça marche. Quoi. Et dans une moindre mesure, les fraisiers. Les fraisiers aussi, ils arrivent à faire une bonne concurrence, mais c'est pas toujours le cas. Les fraisiers font un peu nettoyer. Les fraisiers, ce qui se passe, c'est que ce qu'ils vous donnent comme petits fruits, ça c'est vraiment un plaisir. Voilà. Ce sont donc ces cultures qu'il faut installer en priorité. Deuxième point délicat auquel il faut faire attention, la gestion de la végétation spontanée. Là, c'est toujours le même chapitre, on est au chapitre adventice, mais c'est pas la problématique du couvert. Le couvert qui étale tout, c'est-à-dire que vous avez d'une manière générale un regard critique à avoir sur les plantes. Il faut les différencier en 3 groupes. Hein. La première, les plantes que moi j'estime, alors il y a toujours des extrémistes, hein, des gars, c'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême écolo, qui vont vous dire que c'est pas vrai, cette plante se mange. Hein. J'ai un copain ici qui fait la salade de ronces, des trucs comme ça, hein. Il suce les cailloux aussi parce qu'il y a des sels minéraux dedans. Donc pour lui tout est bon, mais vraiment tout quoi. Donc moi je suis un cran en avant ou 2 crans en avant, et il y a un certain nombre de plantes qui me cassent vraiment les pieds, hein. C'est des plantes asociales. Qui vous lacèrent la main, qui vous lacèrent. Moi j'ai un ami comme ça qui ferait vraiment rien. Chaque fois que je passe chez lui, je me lacère le visage. Je veux dire, c'est pas marrant. Quand vous avez des enfants qui se tapent des balades super profondes de rosiers sauvages ou de ronces, bah, à un moment vous y allez plus. Quoi. Moi je suis souvent comme ça torse nu parce que je travaille, c'est fait chaud dans ces jardins. Quoi. Mais les orties, c'est pas un plaisir. Quoi. Mais si vous aimez les manger, moi j'en ai ras-le-bol de ces plantes. Quoi. C'est dehors. Quoi. Donc, dans les jardins, je trouve que ces plantes n'ont absolument rien à faire. Si vous le voulez, mettez-les dehors, vous allez voir, elles vont tout vous envahir. Alors ces plantes sont la ronce, comme je l'ai dit. Alors, on dit ouais, la ronce sans épines. Ok, je parle de la ronce. Ensuite, la renoncule des jardins, le bouton d'or. Le bouton d'or qui s'ancre bien, tant que vous ne l'enlevez pas avec ses racines, il reviendra toujours. Et il est très envahissant sur les sols lourds et hydromorphes. Et donc celui-là, moi j'ai toujours, on a passé la période, mais quand c'est la période de floraison, chassez les boutons d'or. Ils sont faciles à trouver, repérez toutes les petites fleurs jaunes et enlevez-les complètement. Chez moi, je dois avoir 10 plants de boutons d'or, en 4 ans, c'est tout à fait jouable. Ils ne me cassent pas les pieds, mais quand j'y pense, quand j'ai que ça à faire, je les arrache tous. C'est terminé, quand j'en oublie un petit peu, et elle revient toujours. Mais bon. Donc on arrive à vivre avec, c'est pas un problème. C'est pas comme la rose qui vraiment est un peu casse-pied. Mais le bouton d'or, ne le laissez pas s'installer, vous tapissez tout. Il n'y a rien qui pique. Et les toxiques, vous ne pouvez pas le manger. Pour votre belle-mère, oui, vous, non. La ficaire ou petite kélidoine, alors c'est une plante qui en fait a une racine assez profonde, type tubercule. Vous pouvez l'arracher comme vous voulez, elle revient toujours. Donc celle-là, il ne faut pas la laisser s'implanter, elle est un peu casse-pied, elle est un peu couvre-sol. Peut-être que certains s'accommodent, moi j'aime pas trop. Hein, donc un bémol, moi je la vire, elle m'énerve un peu. Et dans les cultures délicates, elle s'installe et elle fait la concurrence. Ensuite, le rumex crispus, c'est un rumex comme notre rumex patienta, mais qui est très amer, il a beaucoup d'acide, donc il ne se mange pas. Je crois que le bétail dans les pâtures ne les mange pas non plus. C'est tel que quand les champs sont envahis de rumex, le pré est déclaré perdu. Parce qu'on n'arrive pas à Pardon ? Le rumex comment ? Le rumex, il y en a deux, hein, le crépus et l'autre c'est le, je sais pas quoi,
Crispus et Optufulus, la feuille pointue quoi. Et donc ce sont deux rumex qui ont. Et un rumex a une racine tellement profonde que vous ne le sortez pas. Donc en bio, en permaculture, si vous le laissez envahir, c'est la cata quoi. Donc nous ce qu'on fait, on met un carton, une bâche dessus, pendant plusieurs années et il finit par couvrir quoi. Mais les graines ont une dormance de 80 ans, une mère fait 80 000 graines, donc si vous le laissez monter, c'est tombé quoi. L'endroit il est pourri quoi. Parce que vous ne pouvez pas mettre des bâches tout le temps. Hein. Donc, il faut le repérer dès le début et le virer. Il ne faut pas le laisser monter en graines. Contrairement à un Rumex placenta que l'on mange, qui n'a quasiment pas d'acide oxalique. Quoi. Donc ça c'est vraiment c'est un légume le nôtre. L'autre non. En plus il est pas. Enfin, vous pouvez le manger, hein, mais il est trop chargé en acide oxalique. Les chardons, pour la même chose, hein, c'est une plante asociale. Lui c'est vraiment une plante bioindicatrice. Donc si vous l'avez, vous savez que vous avez un sol beaucoup trop lourd. Donc il faut des cultures spécifiques, il ne faut pas mettre certaines choses à ces endroits-là. Donc c'est pas inutile qu'ils soient là, mais ne les laissez pas monter en fleurs. Quoi. Ensuite, évidemment la Renault du Japon, ça vous le savez, hein, je vous passe le couplet là-dessus. La Duchenia indica, c'est la fraisier des Indes, hein, c'est une fausse fraise comme ça, elle se mange. Hein, mais bon, c'est pas terrible du tout. Hein, celle-là, elle est facile à enlever, mais elle vous tapisse tout. Tout. C'est une belle plante. Hein. Mais rien à faire au jardin, dehors ou chez votre voisin. L'épilobe en épi, lui se mange, goûtez-le, c'est dégueulasse. Donc on l'enlève. Il a des racines traçantes et un peu pénibles à enlever. Dans les sols décompacts et légers comme en permaculture, c'est pas trop un problème. Et dans les allées, quand il s'installe, vous arrêtez pas de l'arracher, c'est énervant. Quoi. Il a des tiges dures. Donc ça c'est vraiment, il est casse-pied celui-là. Les gopodes podagraires, là aussi les extrémistes le mangent. Moi j'en ai partout en forêt, j'ai pas besoin de le ramener ici. Hein. Donc moi je vous déconseille vraiment de mettre ça dans un jardin, ça ne produit pas beaucoup et ça vous envahit tout. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? La berce du Caucase, on a eu un plan la semaine dernière que j'ai coupé sans faire gaffe. J'avais des brûlures sur tout le dos, tout le bras. Ça dure une semaine, vous avez des croûtes, hein, et normalement vous avez qu'un peu de chance, vous passez à l'hôpital. Donc ça se mange pas, donc si vous le repérez, pour vous, pour les voisins, pour les enfants, enlevez-le quoi. C'est une plante, je crois qu'il fait 4 mètres, 5 mètres de haut, qui vous brûle, hein, c'est brûlé vif. Hein. Là j'avais des plaques, hein, des croûtes carrément sur tout le dos, là, j'en ai encore. Hein. Et j'en ai un, je sais pas où, que j'ai taillé à la serpe, j'ai pas fait gaffe. Donc ça il faut faire attention. Même si c'est une plante magnifique, hein, mais magnifique. La berce du Caucase, vous voyez ça, c'est une sculpture. Hein, c'est une substance qui fait brûler par le soleil, c'est le soleil qui brûle. En fait. Je sais pas. C'est le principal, je sais plus quel. Photosensibilisant, ouais. C'est photosensibilisant et si on est touché par, il ne faut pas passer au soleil. Ouais, ben moi j'étais torse nu toute la journée, ouais, donc je me suis claqué le dos. Quoi. Ce qui se mange dans la berce du Caucase, si je peux me permettre, c'est des jeunes pousses. Ouais. C'est savoureux. Ouais. Mais bon, on vous appellera si on a nouveau. Ensuite, le mouron rouge ou le mouron des oiseaux. Le mouron des champs, c'est le même que l'autre, hein, je ne sais pas comment il s'appelle, le stellata. Donc c'est un toute petite fleur. Le blanc, c'est notre ami. Moi, pendant des années, j'en achetais des graines. Mes copines me l'amenaient par cage entier, je les mettais, mais ça se transplante mal. Quand vous lavez, chérissez-le, c'est une bonne salade et c'est un bon couvre-sol. Par contre, le mouron rouge est un peu toxique, il ne se mange pas. Donc chaque fois que vous voyez des petites fleurs rouges, enlevez tout. Tout. Parce qu'il faut laisser le terrain pour le blanc. Hein, le blanc, c'est une des pires mauvaises herbes de maraîcher. Hein, ils sont cons parce que c'est une salade et ils pourraient le vendre. Bah non, c'est normal, on a remis ça dans la tête. Hein. Ce qui est sain et facile n'est pas pour toi. Toi, tu as que des difficiles. Toi, tu as les emmerdes. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on apprend au maraîcher. Quoi. Le mouron des oiseaux, c'est une ancienne salade qui est réputée, qui est excellente. Hein, et qui en plus révèle un bon sol. Les gars, ce qu'ils font, ils tuent leur sol et les plantes sont souvent bioindicatrices des sols rémués ou héliophiles. Donc dès que vous travaillez, dès que vous dégarnissez, ça attire les mauvaises herbes. Donc il faut pas, c'est une chose normale. Donc pas clairement attiré par les sols cultivés. Voilà. Parmi les variétés, parmi les adventices maîtrisables, mais qui trouvent leur place hors dehors du jardin, au moins, hein, donc qui ne sont pas inutiles, il y a l'ortie, le coquelicot et le phénopode. Le coquelicot, c'est une des meilleures salades qu'on connaisse. Bon, il ne dure pas très longtemps, hein, parce qu'après il disparaît, il ne s'aide pas. Mais c'était, je ne sais plus qui, c'était Camille et Florence qui nous avaient fait découvrir ça. Je crois qu'on a fait 2 mois de salade de coquelicot. Et il n'y avait que des feuilles de coquelicot dedans et c'est vraiment excellent. Très très bon. Donc c'est dommage de le mettre dehors. Mais si vous en avez trop, sachez que bon, il est bien dehors. Ortie, c'est pareil, c'est très très bon. Hein. Ortie, je ne sais plus qui vous avez fait une salade de soupe, Véro. Salade de soupe d'ortie à la menthe, hein. C'est divin. Hein. Moi je trouve ça pas bon l'ortie, mais avec de la menthe, c'est très bon. De la soupe froide.
Donc c'est bon, mais dehors, mettez-la dehors, hein, chez les voisins ou je sais pas où. Hein. Et le kénomode, c'est pareil, c'est un légume ancien qui était autrefois très cultivé. C'est pas la peine de le ramener dans les jardins, quoi. Donc ceux qui le veulent, ne vous étonnez pas qu'ils en aient dans le jardin. Ça a aussi sa place en permaculture, mais ici on est trop à l'étroit. Hein. Alors voilà. Alors après, ce sont des plantes à installer, des plantes couvre-sol ou des plantes à favoriser. Si vous les repérez, vous pouvez carrément mettre une petite étiquette. Attention de ne pas arracher cette plante. C'est donc des mauvaises herbes, hein, donc des adventices spontanées, mais qu'il faut savoir repérer parce qu'elles travaillent pour vous. Soit parce qu'elles sont comestibles, soit parce qu'elles ont une fonction, on va dire, au titre du compagnonnage ou du travail du sol. Alors il y a le mouron des oiseaux, hein, donc, que j'ai dit, hein, vous trouvez des graines sur eBay si vous n'en avez pas. Hein. Ça ne vient pas toujours tout seul, hein, le mouron des oiseaux. Ensuite il y a la mâche qui est pas belle du tout l'été, qui gratte, qui envahit tout, c'est fait un gros truc, mais en hiver c'est quand même une des meilleures salades. Donc en couvre-sol, je trouve ça sympa. La Mertensia maritima. Alors moi c'est une plante que je commence à avoir, j'ai une plate-bande qui commence à être bien garnie avec ça, c'est très bon. Si vous avez des sols sableux, ça couvre bien et c'est délicieux. Ensuite le portulac, hein, pour pied d'été, ceux qui aiment ça, ça monte pas en hauteur donc vous pouvez le laisser couvrir. La cardamine, la plus moche mais peut-être là aussi la plus efficace parce qu'elle fait énormément de graines. La cardamine, ceux qui aiment le cresson de fontaine, là vous avez la même chose, dans beaucoup plus simple, sans fontaine, sans maladie, sans rien. Le problème c'est qu'elle est là peu de temps. La cardamine c'est juste au printemps, elle est là maximum 3 mois, mais elle est excellente. Apprenez à la consommer, vous pouvez faire presque des salades qu'avec ça. Je peux vous dire après quand les dernières rosettes sont parties, vous avez presque la larme à l'œil. Elle est excellente, c'est vraiment une très très bonne salade. Et pourtant ça vous vaut l'expulsion si vous avez un jardin familial, puisqu'en fait c'est une des saloperies comme le pissenlit. C'est un truc qui tapisse tout. Et les gens vous disent tout de suite, tu fais rien, tu vois bien, tu cultives rien. Quoi. Enfin, c'est une très bonne salade. Je crois que chez moi elle revient, donc j'ai l'impression qu'elle fait 2 cycles dans l'année. Après la clétone de Cuba, c'est pareil, hein, au début là, nous on les a semis, aujourd'hui c'était la mise en place des cultures d'hiver. Mais c'est une mauvaise herbe, hein. C'est une plante donc, qui vous couvre tout, vous la semez, la première année vous la semez, si vous ne remuez pas le sol, elle reviendra toute seule comme les poireaux d'hiver, donc elle est une très bonne compagnonne du poireau d'hiver, elle vous remplit toutes les plates-bandes en hiver. Donc là vous n'avez pas remué, hein. Bon, c'est des cultures comme les courges, le maïs, qu'est-ce qu'il y a encore, des cultures un peu simples quoi, hein, en hauteur. Ben, celle-là se marie bien à ces plantes-là puisqu'elles disparaissent tout l'été et l'hiver. Quand votre maïs c'est fini, vous le coupez, vous laissez la racine dedans, et bien la clétone remonte et vous tapisse tout. Ça c'est rien, hein, c'est vraiment, c'est comme le trèfle, hein, ça vous fait une plate-bande magnifique de salade. Donc, la clétone de Cuba, il faut la laisser, il ne faut surtout pas la remuer. Qu'est-ce qu'il y a, la joubarde, on en a quelques plates entières ici, c'est bon la joubarde, c'est un bon goût, moi j'aime bien. Bon c'est fort, hein. Non, le tussilage, pardon, je confonds avec le tussilage, mais le joubarde c'est un peu moins intéressant, le tussilage je trouve ça pas mal, en plus c'est très joli. Ça me rappelle moi mes vacances dans les Alpes parce que là-bas il y en a beaucoup au fond de vallée, hein, ça aime bien l'eau. Ensuite les menthes, les mélisses, c'est des plantes. Ah oui, dans les jardins normaux, ouais. Ceux qui disent ça, ce sont des. Je connais pas, hein. Ce sont des plantes qui ont des sols. Ce sont les mêmes personnes qui vous diront le chien c'est un problème. Parce que la menthe aura une racine traçante qui vous envahit tout et qui ne part pas. Or, en permaculture, on a des sols très légers. Bien chiante, non, je vais des sols très légers. Et donc, quand vous prenez la menthe, c'est le problème de la menthe d'ailleurs. Chez moi, j'ai du mal à la voir. Pourquoi? Parce que quand je la cueille, j'arrache toutes les racines avec. Donc, il faut la cueillir à 2 mains comme ça. Et le chien c'est pareil. Vous prenez une racine et vous arrachez tout le truc. Ça vous fait des racines comme ça. Vous arrachez tout le truc. Le chien la mélisse, la menthe sont des maladies de l'agriculteur, le maraîcher, le pétrochimiste, celui qui marche avec la machine et les produits, quoi. Qui a des sols lourds. Celui qui a des sols super légers, il le sait, la menthe, vous la prenez, tout est arraché. Tout, en un seul coup. Vous avez presque les racines qui sont toutes propres, il n'y a même pas de terre dessous, quoi. Ce sont des plantes qui sont révélatrices de sols malades et compactés. Donc dans les allées, nous on a plein de chiens dents, c'est bien, c'est super, on marche dessus. Et on cherche pas à l'enlever. Par contre, il va pas trop dans les plates-bandes. S'il va dans les plates-bandes, on l'arrache, il revient. Et il n'a
apprend à vivre dans les sols malades et compacts. La menthe c'est pareil, moi j'ai un mal de chien, j'en ai, mais je sais qu'elle est, si je l'accueille de trop, elle ne revient pas. Parce que les sols sont super légers. Et donc en fait, j'ai de la menthe dans 50% de mon jardin, j'ai partout de la menthe et de la mélisse. J'en ai pas assez. Et ceux qui disent que c'est envahissant, c'est qu'ils ont des sols lourds, malades. C'est leur façon de faire qui en fait favorise la plante et qui elle se retourne contre le cultivateur. Le pissenlit aussi. Le pissenlit c'est une plante très précieuse déjà parce qu'on peut faire de la confiture, c'est bon en salade. C'est elle qui vous attire, c'est la meilleure nourriture pour les escargots, ceux qui ont travaillé dans les fermes hélicoles d'escargots, ils nourrissent avec les pissenlits. Et vous voyez au printemps, c'est les premières plantes sur lesquelles il y a 10, 15, 20, 30 grosses limaces sur un seul plant. C'est là où il faut les cueillir. Donc laissez les pissenlits. C'est là où vous cueillez les limaces. Quand il n'y en a pas assez, vous coupez les pissenlits, vous les couchez. Là, comme les pissenlits sont en train de crever, ça va encore plus les attirer. Donc vous les mangez, vous pouvez les marcher dessus, ils sont résistants, ils sont beaux, ils sont bons pour les limaces. Donc n'enlevez pas les pissenlits. Moi je les enlève quand ils sont dans les plates-bandes, mais dans les chemins, laissez les pissenlits. Travail pour vous. Le pissenlit, c'est vraiment l'ami. Et même quand il fait ses semences, laissez-les faire les semences. C'est bien pour les enfants. Il faut savoir voir l'utilité dans ces plantes-là. Ensuite, la rivière officinale qui monte. Malheureusement, on en a arraché. Moi, j'en ai arraché. Je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai arraché, mais j'ai pas fait gaffe. C'est une boîte de plantes qui se mange, en plus qui est super, qui mange facilement. Voilà. Elle est très bonne à cultiver. Et bien sûr, de très très nombreuses autres plantes que je ne vais pas vous énumérer parce qu'elles sont moins spontanées. Elles sont tout aussi précieuses, voire encore plus intéressantes. Hein. La picridie, c'est une des meilleures laitues. Hein. Très très ancienne laitue. La laitue sauvage, la Buxa pasteur, qui est délicieuse aussi. Mais il faut les connaître plus particulièrement. Ces 10-15 plantes que j'ai énumérées là sont des fondamentaux. Il faut absolument connaître. Celles qui vont... Merde. Il faut absolument connaître les plantes qui vont vous causer des problèmes. Un rumex, un bouton d'or de laissé, vous allez le payer pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, vous allez bosser mais une quantité d'or mais incroyable à le contrôler. Quoi. Donc il faut vraiment, en tant que jeune cultivateur, comme vous n'avez pas encore ces réflexes-là, connaître les plantes qui vont vous gêner. Hein, la ronce, c'est vraiment une cochonnerie. Et ensuite, l'autre inverse, l'autre extrême, ce sont les plantes qui sont bonnes à manger, qui travaillent pour vous, qui décompactent le sol, qui sont bonnes pour les limaces, alors que les limaces sinon vous attaquent vos cultures. Franchement, ce sont celles qui vont faire la permaculture. Il faut les connaître sur le bout des doigts. Je vais faire un article sur BDP Alsace. Merci Manu. Je vais faire un article sur BDP Alsace où les gens du jardin et puis les autres, vous êtes priés de vraiment les apprendre par cœur. Hein. Donc celles qui ont la place dehors, les ronces. Hein. La ronce, ça fait pour l'apiculteur, c'est une plante fondamentale. Pour celui qui aime la confiture de mûre sauvage, d'été, la petite, hein, bien goûteuse, bien sucrée, hein, une année sur deux. Hein. C'est la meilleure confiture du monde avec la confiture de fraises des bois. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec toutes les autres. Hein. Elle est tombée du ciel directement celle-là. Donc, je reconnais son utilité, mais dehors, pas dans un jardin. Je connais des extrémistes qui me disent dans tous les jardins il y a des orties. Ouais, dehors, quoi. Cultivez après, vous faites ce que vous voulez. Quoi. Mais au début, je pense que c'est important de faire ce tri. Mais c'est fondamental. Hein. Je ne peux pas le dire aux gens ouvertement comme ça, mais les melons, les légumes, vous ferez ça plus tard. Les carottes aussi. Quoi. Apprenez déjà la vie normale, la vie, on va dire, non violente. Quoi, hein. Celle qui travaille pour vous en faisant rien, celle qui vous permettra de cultiver pendant 20 ans d'énormes légumes. Quoi. Si vous commencez à vous focaliser tout de suite au début sur les carottes, les pastèques, les trucs qu'on voit à la télé, quoi, hein, ça marche pas, vous n'y arriverez pas. En permaculture, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le bois. Hein. Donc je vais faire un article juste pour ça, avec des photos. Hein. On voit les plantes à différents stades, c'est important, c'est très important. Voilà. Ensuite, prolifération de limaces, c'est un autre problème auquel on a droit en tant que primo-accédant en permaculture. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas de photo, hein, les limaces. Après, il y en a encore, mais elles vous causent 0,1% de dégâts. Rien du tout. C'est les poivrons, les trucs. Les plantes qui s'en remettent pas, si elles ont une attaque, c'est les poivrons, aubergines. Tout le reste, c'est que bouffer, ça repart. Hein, c'est tout.
Et les limaces, elles ont à bouffer partout quand vous arrêtez de nettoyer, ben, elles mangent tout ce qui est pourri, quoi. C'est bon, moi ça me convient, elles mangent pas ce qui est... Elles sont détritivores, les limaces. Donc les limaces, c'est pas du tout un sujet de discussion en permaculture. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des semis en jardinière au début parce que bon, tout ce qui est les plantes, comment est-ce qu'on appelle ça, les dicotylédones, hein, elles attirent énormément les limaces. Et les plantes repiquées difficilement attirent les limaces, ça c'est un problème. Ou les semis directs en général ne marchent pas très bien, donc si vous voulez en plus les louper avec les limaces, c'est mauvais, quoi. Moi je vous invite à faire dans les 3 premières années tous les semis en jardinière. Un petit peu c'est encore mieux. Hein. Ensuite, appliquer la trithérapie. La trithérapie c'est bouteille en plastique, hein, donc c'est une bouteille, c'est juste le tube qu'on visse autour des plantes et peu de limaces tombent dedans. Ensuite de la sciure ou des cendres et du purin de limace. Trithérapie comme ça marche super bien, vous avez 0 attaque. Purin de limace c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, hein, mais ça tient pas très longtemps, donc il faut mettre de la sciure et avec les bouteilles c'est bon. Purin de limace, ouais, vous prenez de la limace et c'est pas la peine de la cuire, hein, vous le mettez dans un seau avec rien du tout, mais vraiment une grosse quantité. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le suivi et l'assistance au démarrage des semis, ça c'est un problème aussi que les débutants sous-estiment largement. Des jeunes plants et des grands végétaux, par exemple les grands arbres ici, quand ils ont été taillés, la couronne a été taillée, mais le chevelu racinaire aussi a été taillé. Et quand il est installé sur 30 cm de profondeur, peut-être 40 cm, quand vous avez des périodes de sécheresse comme ça, il ne faut pas râler, hein, ça meurt. Hein. Donc la première année, c'est obligatoire de les suivre toutes les semaines, vous allez voir. Regardez s'ils ont un stress hydrique, regardez s'ils commencent à tirer un peu la tête, hein. Il faut les arroser. Hein. Ces arbres-là, ils ont absolument besoin d'assistance. Hein. Et pendant les 5 premières années, d'une manière générale, il faut les surveiller. Il y en a quelques-uns, certaines variétés ont un peu du mal maintenant avec la sécheresse qu'on a cette année. Hein. Donc même après 2 ans, il faut suivre les arbres. Hein. Et puis pour les semis, en général, moi j'estime qu'il faut y aller une fois par semaine en période normale et en période sèche comme ça, quand il n'a pas plu pendant longtemps qu'il n'a pas plu, un mois et demi, quoi. Avec des sols super lourds, là, il n'y a plus du tout d'humidité. Là, c'est tous les 2 jours. Il n'y a plus assez d'humidité et d'évapotranspiration du sol. Hein. Ça ramène plus assez d'humidité. Là, il faut vraiment, il faut arroser. Hein. Faut pas... Quand vous n'avez pas de couverture d'ombrage de vignes, de kiwi ou de grands arbres, de plantes grimpantes, de manière générale, il faut arroser, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et donc les gens, ils sont cramponnés, plus ils ont lu le bouquin, plus ils ont regardé la télé, plus ils sont dans la merde. Quoi, hein. C'est vraiment, ils n'arrivent pas, ils ont perdu le contact, le sens de l'observation. Il faut arrêter de regarder les bouquins, même si dans les bouquins on vous a dit que c'est la vérité vraie, hein, comme on dit, hein, c'est du baratin, ils sont pris au jeu. Quoi, hein. À un moment, il faut regarder, la plante elle est en train de crever, quoi, hein, c'est tout. Il faut vivre au contact de l'environnement et apprendre à observer ça. Quoi. Et donc la limite, en période d'installation, elle est très vite atteinte quand il ne pleut pas beaucoup. Quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore l'installation de la vie du sol? Dès que vous avez un peu de sol dégarni, hein, ben en fait, le sol, la vie du sol s'arrête, se bloque, elle descend en profondeur. Donc en les couches superficielles où vous plantez, il n'y a plus rien. Donc il faut avoir le réflexe de toujours rajouter du paillage. Là on a un jardin qui a fait des essais. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas le faire, quoi, hein, et qui n'ont pas tout de suite couvert. Alors tant que c'est couvert avec des céréales, des plantes avec lesquelles ils font des essais, c'est bon, quoi. Mais si vous enlevez les plantes, vous dégarnissez, il faut tout de suite recouvrir. Et là bon, on n'a plus de BRF, donc je ne sais pas où ils vont le prendre, quoi, mais c'est tout de suite la question. Hein. Moi je ne gêne pas, je vais aller couper des arbres. Dans les haies publiques, hein, les haies sauvages, par exemple, ce genre de choses. Quoi. Il faut aller chercher de la biomasse. Quoi. Il faut tout de suite couvrir. Regardez les vidéos de Philippe Forêt, lui il met 30 cm de couverture, mais pas de la couverture type herbe ou bourrache, hein. Il y a de la couverture type ligné, hein. Donc du bois broyé, des trucs comme ça. Quoi. C'est vraiment, on n'est pas dans la demi-mesure. Quoi. Il faut vraiment que ça soit frais et humide en dessous. Quoi. Il faut que ça respire le bonheur en dessous pour les vers de terre et le brouillard. Voilà. Et ensuite, dernier élément, donc au chapitre sous-estimation de la durée des difficultés de la période d'installation, c'est le choix des cultures difficilement accessibles aux débutants. À force de regarder la télé, hein, et les mecs, quand ils arrivent,
un jardin partagé, ils achètent plein de sachets de légumes, de fleurs, ils achètent tout le magasin. Ils viennent ici, ils le balancent dans l'ordre, dans le désordre. Hein. On a même des gars, des incroyables comestibles qui ont semé des tomates en hiver. Ah, ils voulaient sauver la ville, quoi, hein. Donc donner de l'autonomie alimentaire hein, aux pauvres citadins. Et ils ont semé des tomates en ville, hein, en hiver, à Fribourg. Évidemment, ça n'a pas pris, quoi. Non, je crois qu'ils les ont repiqués. Ils ont repiqué et les Allemands leur ont dit tiens c'est marrant ils ne poussent pas en hiver les tomates. Je ne savais pas quoi dire, mais ils n'ont pas trop l'habitude. Et donc il y a souvent un décalage entre les attentes qu'on voit à la télé et parce que c'est vrai que bon si vous avez une culture normale, d'homme moderne, les tomates ça pousse en hiver aussi, puisqu'on en a dans les magasins en hiver. Quoi. Et ils ont oublié que leurs grands-parents mangeaient des tomates qu'en été, en septembre, il n'y a pas chez nous en hiver. Ils sèment un peu n'importe quand toute l'année et ça va pas. Donc moi au lieu de proposer ces tomates, je propose l'extrême inverse, c'est-à-dire des plantes increvables qui marchent dans toutes les conditions, pratiquement toutes les conditions. Donc commencer par des choses faciles à planter. De l'easy gardening. Voilà. Et donc il faut vraiment les chérir, même si vous ne les mangez pas trop, cultivez-les, apprenez à les apprécier. Voilà, je fais une petite pause histoire de boire un petit peu et on attaque le deuxième chapitre. Voilà. Les problématiques spécifiques au jardin partagé en permaculture. C'est notre cas de figure. Alors, en jardin partagé, on a un peu trop tendance à se reposer les uns sur les autres. Bon, pas parce qu'on est particulièrement sympa dans ce jardin, mais ça contribue le fait d'avoir... Ouais, je le disais toujours au début, les gens pensaient que c'était une note d'humour, mais non. Plus les gens sont sympas, moins ça va. Parce que les gens sympas, souvent, sont très souples. Et donc, on ne peut pas compter sur eux. Et donc quand on dit souple, c'est la notion du temps qui est souple. Un truc qui est dit c'est plus ou moins ça, demain ça peut être après-demain, et c'est un peu comme ça quoi. Les gens chiants, en général, discutent tout, savent ce qu'ils veulent, un nom c'est un nom, une date c'est une date, une heure c'est une heure, et ainsi de suite quoi. Et moi je m'entends bien avec les gens chiants, je m'entends pas avec les gens sympas quoi. Et ça vient de là notamment, plus dans un jardin partagé, l'ambiance est bonne, moins ça marche, malheureusement quoi. Et c'est pour ça qu'on avait une super ambiance au début, c'est pour ça que ça n'a pas très bien marché. Donc ça prend au second degré, mais il y a un peu de ça. Quoi. Il y a un peu de ça. Et comment ça marche? Pourquoi? Parce qu'en fait tout le monde se repose sur tout le monde et évidemment quand ça merde, personne n'est là. C'est un peu normal quand ça merde. C'est quoi? C'est les périodes de sécheresse comme maintenant. Quoi. Les gens partent en vacances, ils n'ont pas forcément envie de se cogner le boulot. Quoi. Et c'est la somme de ces petites choses-là qui fait que on n'est pas très efficace. On n'est pas très efficace. Hein. J'ai rien contre la bonne ambiance, mais il faut savoir où ça nous mène. Ceux qui sont en entreprise le savent. Il ne faut pas trop copiner. Hein. En général, c'est au détriment de la performance. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut se détester. Hein. Je sais qu'au Norma ou Lidl, ils demandent aux gens qui dirigent les gens à ce que les gens les cadres installent une ambiance délétère et travaillent les uns contre les autres. Parce qu'ils sont beaucoup plus productifs. Non, c'est sérieux. Hein. C'est sérieux. Il faut que l'ambiance soit pourrie. Pas seulement pour pas qu'il y ait de syndicats, mais pour pas qu'ils s'unissent et qu'ils se coordonnent pour travailler contre le rendement, on va dire contre le capital. Quoi. Et là, c'est un peu la même problématique, si ce n'est que c'est pas le capital, c'est les plantes. Et c'est pas la sympathie qui est un moteur contre, mais ça, on va dire qu'il y a moins d'efficacité, c'est tout. Quoi. Mais bon, évidemment, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent bien, c'est évident, et qu'il y ait une bonne ambiance. Quoi. Mais bon, bref. Donc on constate avec ça hein, que comme tout marche bien, que tout est super sympa et qu'en permaculture dans les bien marqués qu'on fait rien, il n'y a que 20 ou 30% d'effectifs qui est là. J'ai plein de jardins qui me disent on est 6 mais on n'est jamais plus que 2. Quoi. Les jardins, je ne vais pas les nommer, mais ils sont 1 ou 2. Et c'est le gars qui est cadre qui se tape tout le boulot. Quoi. Et ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Quoi. À force d'être sympa, on se retrouve très rapidement dans ces cas de figure. Et c'est dû à ce, on va dire, au fait qu'on se repose trop les uns sur les autres. Quoi. Donc, et constatons, alors il y a un phénomène accessoire qui se déclenche, hein, constatant cette surcharge de travail, les peu qui s'engagent dedans et qui ont un désir réel de comprendre et s'investir et d'apprendre, eh ils finissent par se trouver un autre jardin, ils vont bosser ailleurs. Ils vont dire, oui, je ne vais pas faire un jardin pour tout le monde, et quand il y aura les fruits, les mecs seront là, et puis chaque fois qu'il y a des congés, des ponts, de la sécheresse, moi je me tape le boulot, et les autres ils sont au barbecue à la plage. Quoi, hein. Mais n'empêche qu'on se retrouve avec ce cas de figure-là, c'est un problème, le fait de se reposer les uns sur les autres. En collectivité, on a un des jardins qui était, c'est marrant, on a dit le plus sympa, le plus mou, en fait, qui fait carrément un planning, qui a réparti les endroits, donc chaque surface est affectée, et qui comptabilise le nombre d'œuvres des gens. À force d'être sympa, en fait, on n'est plus sympa du tout, on ne
tient plus compte du verbal, on tient compte uniquement des faits. Vous êtes là 1 heure, vous avez fait 1 heure. Les gens qui disent je suis venu, on s'en fout, t'es venu et t'as fait quoi? Pendant combien de temps? Parce qu'on a des gens qui étaient là aussi les samedis dimanches, les samedis soirs, ils venaient soi-disant, ils étaient au barbecue, ça comptabilisait, hein, le barbecue j'en ai rien à foutre moi. Où ils passaient 3 heures à attendre les autres, rien à foutre, on avait vu, c'est un gars qui était là pendant 2 heures, il n'y avait personne, il était assis là. Il dit je suis venu, j'étais là pendant 2 heures. Il s'en fout qu'il attendait le groupe qui était là, il fallait bosser pendant 2 heures. Donc c'est un peu ce genre d'ambiance, de s'appuyer sur les autres, il faut savoir où ça vous mène. Ça vous mène nulle part. Hein, les bons finissent par se barrer, voilà ce qui se passe. Quoi, hein. Le jardin permaculture, c'est comme ça. Hein. On n'a pas la même culture qu'en Allemagne ou en Suisse. En Allemagne ou en Suisse, on a l'habitude du projet commun. Ils sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus fliqués aussi. Hein. Il y a les phénomènes de délation hein, que j'estime pas forcément, hein, j'aime pas forcément. Mais ils ont la notion de projet commun et d'entreprise commune et d'organisation, de hiérarchie. Quand un mec est responsable, c'est qu'il prend en charge tout le boulot, se cogne le boulot à la maison de préparation, de suivi, de nettoyage après, il le respecte. Pas comme créature supérieure, hein, proche de Dieu, comme mec qui a pris l'antécédent. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, il fonce le boulot à sa place, il n'insulte pas, il gueule pas. Quoi. Il ne calomnie pas dans son dos. Donc il y a des cultures où on a beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de reconnaissance de ce genre d'entreprise. Et malheureusement, la France, c'est pas tellement le cas. On est tous là pour faire la bamboula, c'est sympa, la fête, donner des idées. Et pour le boulot, les jardins qui marchent le mieux sont ceux qui ont éclusé toute la bonne ambiance. Hein. C'est la bonne ambiance, c'est après le travail, c'est pas pendant le travail. Donc ça c'est un problème, hein, ce côté-là. Ensuite, et l'investissement inférieur qui est de dire ouais bon bah écoutez j'ai pas trop le temps, je suis quand même sympa, bah, ça donne le résultat du champ à côté. Le champ à côté a été au moins la moitié entièrement cultivé. Vous pouvez aller voir ce qui pousse. Rien. Donc en faisant rien, vous avez rien. Il ne faut pas rêver. Dans 10 ans peut-être, il y aura une rue Tabaga qui a germé quelque part, elle aura fini par couvrir 25%, un truc comme ça. Quoi. Mais allez voir à côté. On a semé dans cette... Tu rigoles Franck? On est d'accord. On a semé comme des malades à côté. Pourquoi? Parce que tous nos rebuts, on a mis des seaux entiers de graines et de semences. Les mecs, ils faisaient comme dans les bouquins, ils semaient comme ça. Quoi. Allez voir ce qui pousse. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Donc en ne venant pas, en ne vous coordonnant pas, il n'y a rien. Arrêtez de lire les bouquins, de regarder les vidéos à la télé. Ça pousse pas ici. Quoi. C'est Cyril qui avait tout défriché au début. Ouais. Et vraiment, on voit le résultat, il n'y a rien du tout. Ouais. Et en plus, Cyril a défriché. Quoi. Et la terre est devenue compacte. Mais le sol est super compact, il n'y a pas de couvre-sol, personne n'arrose, personne ne fait gaffe aux petites plantes. Chaque fois en plus, il y en a un qui sème, il marche sur les semis de l'autre, des trucs comme ça. Quoi, hein. Moi, je le fais aussi, donc je ne vais pas critiquer les autres. Hein. Je dis juste que ça ne marche pas. Hein, quand on fait une entreprise, il faut la suivre du début à la fin. Hein, et voilà. Donc, comme dit, dans 20 ans, ça sera certainement un beau jardin là-bas derrière. Mais pendant 5 ans, il n'y a rien. Hein. Voilà. Et chaque année, on balance des tonnes de graines. C'est des graines dont je ne sais plus quoi faire, je vais les balancer là-bas. Et elles sont bonnes. Hein, donc, c'est pas, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit dans les bouquins. Quoi, non plus. Voilà. Et petite anecdote, il y avait 5 jardins, gros jardins de ce type-là qui ont été faits en Alsace et en Allemagne aussi, hein, que j'ai connu. J'ai passé des vacances avec un gars qui a participé à un jardin comme ça. Sur les 5 jardins que j'ai connus, on est le seul encore qui marche. Pourquoi ce jardin marche et pas les autres? Ben, je vais vous le dire, parce que les autres étaient super sympas. Ils avaient des listes comme ça, les mecs faisaient des balades à cheval, ils voulaient faire des paniers, des trucs comme ça, quoi. Mais ça marche pas, ces trucs-là, quoi. Punaise. Ils ont touché des subventions de la région Alsace, des communes, des trucs comme ça, mais monstres. Ils ont fait faire le design par un professionnel, ici aussi. Hein. Ils ont fait faire des tas de trucs, ils ont eu des budgets, des trucs comme ça. Fermés. Il n'y en a aucun qui a dépassé plus qu'1 an. Certains plus gros que ça, voire beaucoup plus gros que ça. Certains plus petits, avec plus de gens, donc plus de moyens. Fermés. Donc il faut savoir ce que ça veut dire que d'entreprendre un projet comme ça, il faut savoir le porter et le faire vivre au quotidien. C'est pas en étant sympa, c'est pas avec la sympathie, c'est pas avec ce qu'on lit dans les bouquins que ça marche, ce truc-là. Et voilà. Donc, moi j'illustre de la manière suivante. Une entreprise comme ça, c'est pas la permaculture, c'est un jardin partagé. C'est comme une chorale. Dans une chorale, vous venez pas comme vous voulez. C'est-à-dire, putain, il faut que j'aille pisser, il faut que j'aille me laver les mains, vous m'excusez, oui, j'ai un téléphone à passer, et pendant que les autres chantent, vous téléphonez en téléphonant plus fort, quoi, parce que l'autre vous empêche de téléphoner, quoi. Ou alors vous commencez à chanter ce que vous voulez, parce que ça vous plaît pas, parce que le mec, vous lui avez 10 fois que ça vous plaît pas, mais vous venez dans la chorale et vous chantez votre chanteur en vous, parce que les autres sont nuls, quoi. Mais en France, c'est ça. En Allemagne, si ça vous plaît pas, vous changez de chorale. En France,
il y a un peu de ça, quoi. Les mecs qui viennent dans la chorale quand ils veulent, ils se mettent à papoter dans la chorale quand les autres chantent, et ils se mettent à faire leur musique. Ah, moi j'en ai marre. Alors vous allez me dire, c'est une question d'ouverture d'esprit, ça doit marcher. Je pense qu'il y a des compositeurs qui ont fait ce genre de truc, hein. Les mêmes qui balancent des pots de peinture par terre et qui roulent dedans avec les bagnoles, quoi. Ça marche un peu, ça marche un peu, qu'on va dire, c'est on va dire une figure de style, c'est une façon de voir un peu, quoi. Mais que ça, mon problème c'est pas de faire de l'art moderne ici, c'est de manger. Donc on est dans une opération quantifiable avec obligation de résultats, on n'est pas dans la théorie. Le verbiage, quoi, hein. Sur internet on trouve des trucs incroyables, on trouve des trucs fantastiques, quoi. 5 jardins comme ça, parmi ceux que je connais, ceux que j'ai touché du doigt, pas des trucs, vous savez, l'homme qui a vu l'ours, quoi, hein. Des gens avec lesquels j'ai passé un été, des gens que je suis allé voir, des gens que je connais depuis 5 ans, des gens qui sont diplômés comme moi en permaculture. 5 jardins gros comme ça, on est le seul qui tient. Pourquoi? C'est un coup qu'il faut savoir. C'est comme si je vous dis on va chanter et puis l'année prochaine on va se présenter aux Olympiades ou je sais pas quoi. Vous embarquez pas avec n'importe qui, il ne faut pas vous étonner non plus si des gens se disent bon finalement j'ai trop de travail, il faut les laisser sortir aussi, il faut les porter, quoi, hein. C'était juste pour vous dire que la permaculture et le jardin partagé, c'est deux problématiques totalement différentes. On n'a pas du tout le même rendement ici dans un jardin comme ça que dans un jardin privé. Dans un jardin privé, quand ça merde, en général les gens se remontent le pantalon et ils y vont. Ici, quand ça ne marche pas, il faut sortir les gens, c'est tout un travail, vous ne les sortez pas comme ça, on n'est pas une entreprise, quoi, hein. Il faut les remotiver tout le temps, il faut leur apprendre, c'est en apprentissage, c'est quelque chose. On n'a pas du tout le même rendement. On a le rendement que, comme dans un lycée agricole, ou un lycée professionnel, quand les mecs font tomber par terre le plateau avec tous les semis, et que le plateau est tombé à l'envers, ou que le chat a fait un pipi dedans, mais tout est foutu, quoi. Les mecs ils se font engueuler, ils ont tous zéro, mais on s'en fout de la production. Et c'est notre problème. Donc, dans un jardin partagé, dans une école, on va dire, de jardinage, notre objectif n'est pas la production, hein. Donc si des gens viennent en se disant oh punaise ça marche pas trop, allez voir des jardins privés. C'est tout à fait différent, les problèmes ne sont pas les mêmes que dans un jardin partagé. Un jardin partagé, on cultive les relations humaines, on est dans ce groupe, un noyau très 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 solide maintenant de gens, je serais presque envie de dire qu'on est presque une famille maintenant, hein. C'est pas des Saint-Gall. Pardon? À Saint-Gall. Saint-Gall. À Saint-Gall ou Saint-Gall, tu dis? Saint-Gall, bah oui, t'as dit ça. Saint-Gall et Saint-Gall, ouais, c'est presque la même chose, ouais, c'est marrant. Non, on est passé de Saint-Gall à Saint-Gall, ouais. Et on est presque, on a tissé des liens très on est très soudés justement parce que ça nous a permis de nous connaître nous-mêmes, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils en sont, hein. C'est-à-dire qu'ils se lancent dedans comme ils se lancent dans le ping-pong ou autre chose, quoi. Ils se rendent compte que c'est pas vraiment leur activité. Donc il faut gérer ces situations qui sont des situations normales. Dans une entreprise, c'est pas normal de gérer les facteurs humains. Tu bosses pas, tu es dehors. Ici, c'est tout à fait d'autre chose. Et donc il ne faut pas avoir le même regard, vous qui êtes visiteur, ou vous qui allez organiser ce genre de truc, il ne faut avoir pas le même regard et le même réflexe que dans votre propre jardin, hein. Ici ça rentre, ça sort et c'est une chose normale. Voilà. Chapitre suivant. Vous avez des questions? Non. Chapitre suivant. C'est assez bref maintenant. Des problématiques liées à l'agriculture en général. Alors ça c'est pour ceux qui veulent faire de la permaculture dans les jardins. Dans les jardins qui ne vous appartiennent pas ou dans les jardins qui vous appartiennent. Deux exemples. La plupart des gens qui ont fait ou commencé à faire la permaculture sont fait virer de leur jardin. Mais un humiditari, on vous prend votre jardin, c'est expulsé dehors. Ça se termine en pleurs. Ma mère qui a fait la permaculture ou pas, ou la bio ou pas, enfin si on a toujours fait ou de la permaculture ou de la bio, mais rien d'autre, s'est fait insulter, elle avait 2 ou 3 menaces par an. Pour tous ces jardins, des voisins, voire de l'équipe municipale qui gérait ça, avec constat, visite, menaces de saisie, tout ça. Et en général, ça se terminait toujours pareil. Tous les voisins, ma mère était une femme seule, donc sans mari, ça se termine, donc une femme, on fait ce qu'on veut, quoi, avec elle. Les voisins, et encore actuellement dans son lotissement, rentrent chez elle, balancent 1 mètre de pesticides tout autour du jardin, parce que les mauvais herbes vont chez elle, et ressortent. Et c'est encore à ce jour-là ce qui se passe. À 70-80 ans, il n'y a pas de respect pour les personnes âgées, quoi. Pourquoi? Parce que la permaculture, ce sont des formes pas reconnaissables. Chez moi, la laitue fait 2,50 m. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu sa vie, elle termine son cycle. Il me faut les graines. Donc je la laisse, pas toutes. Mais une laitue de 2,50 m, elle se casse la gueule. Elle se casse la gueule, si c'est chez le voisin, je vais la ramener, tu vois. Mais c'est des paysages qui ne sont pas reconnus du tout, quoi. J'ai eu des lettres encore de la ville de Strasbourg qui me dit votre jardin est totalement abandonné. Il n'y a que des mauvaises herbes. Il n'y a aucune mauvaise herbe chez moi. Aucune. Il n'y en a pas. Ils ne reconnaissent pas la cardamine, ils ne reconnaissent pas le mouron des oiseaux, ils ne savent pas ce que c'est, les gars. Ils n'ont jamais vu, quoi. Ils connaissent la patate, le poireau, la tomate, des trucs comme ça, quoi. Mais le reste, on a des connaissances
infiniment plus étendue, même dans ce groupe-là, que la plupart des autres jardiniers, au niveau de la botanique, hein, pas du reste. Mais ça compte pas, ça compte pour du beurre. Donc ceux qui veulent s'engager dans des propriétés privées ou des propriétés en location comme ça, sachez que c'est difficile. La grille de lecture que les gens ont, et même juridiquement, René qui est dans les Vosges, a un conflit avec son maire. Et il menace de procès pour contamination de l'espace public par des mauvaises herbes. Alors qu'il a quasiment rien comme mauvaises herbes chez lui. Et parce qu'il laisse monter les légumes en graines, les voisins ont porté plainte au maire, le maire lui il se couche, il baisse son pantalon, il fait un courrier et dit vous envoyez des mauvaises herbes dans tout le voisinage, vous êtes un danger public. Et parce qu'il n'a pas fauché, ouais. Pardon? Parce qu'il n'a pas fauché chez lui. Parce qu'il n'a pas fauché chez lui, ouais. Donc il faut savoir où ça vous mène, hein. Ça ne fera pas la prison, hein. C'est pas critique, mais c'est des emmerdes sans fin. Ma mère, pour une femme seule, de savoir, c'est une forme de viol quand vous savez que votre voisin a une bande jaune morte dans votre jardin bio, hein, et radical bio, quoi, hein. Quand vous savez que vous avez des pesticides parce que les voisins, et en plus ils sont tellement cons qu'ils vous le disent encore, quoi, hein. Ils rentrent chez vous, c'est pratiquement comme du viol, quoi, hein. C'est insoutenable comme attitude, quoi. Il faut savoir ce que c'est. Et pratiquement tous ceux que je connaisse, René, il n'y a rien à raconter, il ne la connaît pas, quoi. Tous ceux que je connaisse, des viticulteurs, c'est pareil. L'office, je sais plus qui s'occupe des appellations contrôlées porte plainte pour défiguration du paysage et du renom, des trucs comme ça, quoi, dans la viticulture alsacienne, quoi. Parce qu'il y a des mauvaises herbes. En fait, il n'y a même pas tellement de mauvaises herbes que ça. Enfin bref, quoi. Donc, ce qu'on connaît, la culture qui prévaut, c'est Hiroshima. Hiroshima, historiquement, c'est une date clé. C'est une date c'est la meilleure façon qu'on a trouvé pour résoudre des problèmes. Vous tuez tout. Et on commence sur une base saine, quoi, hein. C'est un peu ça, quoi. On tue tout et après on regarde ce qu'on peut mettre, qui ne discute pas, qui est gentil, quoi, hein. C'est un peu la base que vous avez, quoi. À Strasbourg, malheureusement, on a un peu cette culture-là aussi. Ville zéro pesticide, mais n'empêche que je n'ai pas trouvé, tenez-vous bien, je n'ai pas trouvé un seul voisin qui ne traite pas à mort. Et souvent des produits interdits dans le commerce. On me dit texto, le Roundup c'est un produit de pédale. C'est un désarmement de PD, j'utilise pas ça. Moi, j'utilise autre chose. À Strasbourg, ville zéro pesticide. Il est strictement interdit dans les règlements d'utiliser des pesticides. Mais si vous avez des mauvais... Par contre, je le dis haut et fort, je ne vais pas dénoncer. Il n'y a quasiment aucun jardin qui n'est pas hyper pollué en pesticides. Par des voisins, du fait des jardiniers. À cause des règlements qui vous imposent aucune mauvaise herbe. Alors que si vous avez des mauvaises herbes, je n'ai pas de mauvaises herbes, mais des formes de légumes qui vivent leur cycle complet, vous êtes expulsés. Donc ça, je prends Strasbourg, avec lequel on travaille, et j'espère avoir un partenariat, et avec lesquels on a des contacts et des techniciens qui sont hyper pointus, quoi. Donc c'est certainement pas eux qu'il faut remettre en cause, quoi. Mais ce qu'on a avec ces problématiques qu'on a avec certains éléments de la ville de Strasbourg, certains services qui appliquent certains règlements, certains textes dans certaines situations, vous l'avez partout ailleurs. J'ai la Elkirch, ma mère est à Elkirch, et on a ça, je sais pas où il est, René, à Bar-en-Bar, c'est un nom facile à retenir, vous allez de Bar-en-Bar. Et donc dans plein de patelins en Alsace, c'est comme ça, quoi. Vous êtes écolé tant que vous voulez, mais à condition que vous déguarnissez le sol, vous tuez tout, c'est fou, quoi. Sachez quand même que la référence, c'est pas vous, c'est pas ce qu'il y a dans les bouquins. C'est Hiroshima. Hiroshima ou le carpet bombing, je sais pas d'où vous venez, ceux qui viennent du Japon c'est Hiroshima, ceux qui viennent d'Europe centrale c'est le carpet bombing. Hein, même les Anglais disaient, lors de la Dernière Guerre mondiale, ils disaient aux Américains, mais punaise, écrasez pas les villes comme ça, les Français n'ont rien fait pour qu'on les massacre à fond. Les Américains, non, on ne veut pas un seul mec. En gros, sous couvert qu'il y a avec des Allemands encore dedans, on tue tout, y compris les Français. C'est moins grave que s'il reste quelques Allemands. C'est la mentalité qu'on a, hein. Carpet bombing, Vietnam, hein. Tout ça c'est pareil, hein. C'est on tue tout. L'agent orange c'est pareil, Monsanto, hein. C'est on tue tout, c'est plus facile de reconstruire à partir d'une bonne base. Bref, donc ça c'est ce qui prévaut. Donc ici on n'a évidemment pas ce problème, puisque dans le cahier des charges c'est permaculture, nous on n'a que des bonnes relations ici en tant que permaculteur avec la ville de Strasbourg. Mais dans les jardins individuels, c'est tout à fait un autre contexte, hein. Donc il faut savoir où vous allez là-dedans, quoi. Voilà, autre élément, un jardin potager, normal en conventionnel, bio ou pas, bio c'est encore pire, c'est 2 à 4 heures par jour. En saison, Violette n'est pas là, non? Violette est maraîchère ou ingénieure agronome, donc elle le sait, elle a tous les chiffres, hein, c'est 60, je crois que c'est 60% du prix du légume, hein, le désherbage.
et, manuel ou pas, hein, donc c'est énorme, hein, c'est 2 à 4 heures par jour un jardin. Donc les gens qui viennent faire nous en disant ouais la permaculture c'est bien mais je m'en fous plus ou moins, moi je veux juste faire le pain de terre. La permaculture c'est à peu près 10 fois moins de boulot qu'en conventionnel. Le conventionnel c'est 2 à 4 heures par jour, pas tout le temps, hein, c'est un tiers de l'année, un quart de l'année. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand les gens viennent chez nous, je ne sais pas comment faire pour leur mettre cette réalité en face, quoi. Il ne faut pas s'engager dans des aventures comme ça quand on n'a pas la disponibilité, quand on ne sait pas ce que c'est. Et les plantes, elles ne sont pas aux 35 heures. Le moine le plus engagé au niveau que ce soit l'élevage pour les animaux, pour la production, les abeilles, pour les plantes, c'est le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois d'époux. Le mois d'époux, il n'y a personne. Les agriculteurs, les éleveurs, les arrachés, ils bossent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là-dedans. Donc en fait, en permaculture, dans les jardins partagés, on devrait dire ok, je vous prends, mais si vous n'êtes pas salarié, pas aux 35 heures, pas habitant en ville, enfin bref, quoi, hein, ça va pas. Il faut que vous soyez à votre compte et en contact avec la nature, quoi. Vous avez un pédigré enraciné, on va dire. Hein. Si vous n'avez pas de contact de mère en fils, faut au moins que vous ayez 1 ou 2 parents nés dans la terre, quoi, les miens dans la terre, quoi. Mais sinon, c'est très difficile. C'est vraiment, vraiment difficile d'expliquer ça aux gens. Et on n'est pas en conventionnel. En conventionnel, c'est 2 à 4 heures par jour pour un beau jardin. Pas des pelouses. Strasbourg, mes voisins, ils ont 100% de pelouse, tulipes et un thuya dedans. C'est pas du jardinage, ça. Hein. 100% de pelouse. Mes voisins à côté. Il dit j'ai un jardin, mais le jardin qui produit, qui vous nourrissez avec 200 mètres carrés, c'est moins de 2 heures par jour, tous les jours, y compris samedi, dimanche. Si vous venez pas 2 jours, tout est mort. Jardin conventionnel. En permaculture, c'est tous les 2 jours, 3 jours. On peut se relayer. C'est 10 fois moins. Donc je sais pas. Je vous l'ai dit là, et en plus on enregistre quoi. J'ai mis dans toutes mes conférences et les gens les font ça. Voilà, bon, ça n'existe plus, j'ai jamais dit. Quand ça crève, c'est la permaculture ne marche pas. Non. L'intérêt d'installation nécessite une présence minimum, un suivi, notamment à une période des RTT. Voilà, c'est au moment des rattrapages des RTT. Quoi. Ça ne va pas du tout avec les RTT. Quoi. La permaculture ne marche pas. Dans ce cas de figure. Il faut pas se raconter l'histoire. Voilà. Donc en fait avec ce que vous voulez avec ces éléments-là, mais c'est des éléments qu'il faut intégrer. Dernier chapitre, donc trucs et astuces pour débutants. Alors ça c'est des trucs en vrac que je conseille. D'abord, ne pas utiliser de plateau flottant ni de presse-motte parce que ça exige de bien connaître les mélanges des substrats, les proportions des substrats et les qualités des terreaux. Ma mère qui faisait, on va dire, 70 ans, qui en fait depuis 70 ans, hein, depuis toujours elle produisait son alimentation, hein, puisqu'elle a connu la dernière guerre mondiale. Donc elle sait ça, même sans les yeux fermés, je peux lui attacher les 2 mains dans le dos, et rien qu'avec l'odeur elle sait si ça va pousser ou pas. Hein. Donc pour les gens qui n'ont pas cette habitude-là, c'est très difficile d'avoir un bon substrat. Le meilleur moyen de faire vos plantules semis, repiquées en pot, en jardinière, hein, donc en pot, en gros pot ou en jardinière groupées ensemble, c'est de les faire en masse comme ça, hein, et pas en semi-direct. En semi-direct, de toute façon ça ne marche pas les premières années. Donc ça c'est vraiment un truc que je vous donne, pas de semi-direct, pas des petites plantes, il faut faire des grosses plantes que vous repiquez. Ça marche vraiment bien. Et pour les carottes alors on fait comment? Non, les carottes, évidemment. Les carottes, écoutez, 80% des gens qui ont fait des carottes m'ont dit j'arrête pas, c'est fini. Quoi. Moi quand je veux j'en ai, ça marche bien, et quand je veux j'en ai pas. Donc je donne pas de conseils quoi. Ensuite les dicotylédones, c'est une variété de plantes, vous regardez ce qu'il y a dedans, il y a tout ce qui est solanacée, il y a tout ce qui est cucurbitacée, il y a tout ce qui est fabacée aussi dedans, qui est dicotylédones hein, et autres. Hein. C'est des plantes qui développent 2 grosses feuilles très épaisses. En fait c'est la graine qui se développe en fausses feuilles au début, et après seulement les feuilles viennent. Et ça c'est une phase qui attire énormément l'image. Tout ce qui est dicotylédones, je vous conseille de le cultiver avec ceinture, bretelle et parachute. Donc la trithérapie, bouteille, cendre ou sciure et purin de limace. Sinon ça ne marche pas. Je vous le dis, ça ne marcherait pas. Ça marche pas, c'est tout quoi. Ensuite les haricots et le maïs, je vous conseille de les faire tremper, mais pas trop, c'est 2-3 heures, pas plus. Moi j'ai fait un petit peu plus et puis j'ai tout perdu quoi. Hein. Pas beaucoup plus, hein, mais après vous ne le voyez pas, ça pourrit pas encore mais ça prend plus. Et souvent les germes commencent à pousser, ils deviennent très fragiles et ça casse hein, lors du transport. Donc c'est 2-3 heures, ça c'est un bon secret. C'est bien de les faire tremper mais jamais trop. Ensuite, excepté la laitue américaine à couper, les salades ne seront jamais repiquées, car cela, les salades d'hiver surtout, car ça favorise la montaison en cas de stress. Et quand vous êtes débutant, vous avez facilement des gestes malheureux ou des petites absences que vous n'aurez pas dû avoir. Quoi.
Et dans ce cas-là, la plante, elle a un choc. La première chose qu'elle fait, elle monte tout de suite en fleur. Elle est toute petite, elle monte en fleur, donc vous cramez. Et ça, les salades d'hiver, qui sont des salades que vous pouvez repiquer très longtemps, vous ne mangez rien tout l'hiver. Parce que novembre, elles sont déjà en graines. C'est fini. Donc les salades d'hiver, je ne les repique jamais, c'est semé direct ou en godet. Et les autres, si vous avez les moyens, semez-les direct ou en godet aussi, mais pas de repiquage. Mais bon, c'est moins critique les salades d'hiver que les salades d'été parce qu'on en met des tonnes. Ensuite, certaines plantes ne se développent pas bien, repiquer ou semer. Ça, même si vous le voulez, même si c'est marqué dans les bouquins, vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce qu'on a? La roquette, le mouron des oiseaux, ce genre de choses, ça marche très très mal. Repiquer, c'est pareil. Elle reste, elle chétille, elle fait une petite graine et c'est sa figue, elle va bien marcher. Ça se sème en général, mettez-en partout. Vous allez voir, ça monte que dans certains endroits, mais là où ça a décidé de monter, ça monte, ça pousse là. Vous avez une roquette qui pousse dans une allée, laissez-la dans l'allée, c'est tout. C'est pas vous qui décidez avec ces plantes. Il y en a certaines choses, ça n'arrive pas à implanter. Elles sont pas belles, alors que là où vous les mettez, elles sont énormes, énormes. Je les regarde, c'est comme ça. Voilà. Dernière chose, évitez dès que possible, ou enlevez-les dès que possible, les gouttières en plastique anti-limaces. D'abord, dans un premier temps, je vous dis de les mettre, après je vous dis, dès que vous arrivez un petit peu à vous en passer, enlevez-les, parce qu'elles ralentissent le développement des racines et racines sur terre. Les gens les mettent de mieux en mieux, de plus en plus profond, et à un moment ça coupe les racines du bord, et en fait c'est dans les bouteilles que ça prend le plus mal. Donc ce qui vous aide au début, c'est ce qui va vous embêter le plus à la fin. Voilà, c'est tout, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Problème noyer. Pardon? Noyer. Moi j'ai un terrain de 12 mètres de large. J'ai un noyer à droite, un noyer à gauche. Chez les voisins donc? Oui, chez les voisins. Enfin voisin et puis qui vient bien chez moi. Quelle est la distance? Quelle est la distance du trou, voilà, à la limite? Oh, réveille-toi. Ça fait 4 mètres, 3 mètres. Moins de 2 mètres, vous ne pouvez rien faire. Demandez à ce qu'il coupe toutes les branches. Vous ne pouvez pas toucher l'arbre. Oui. Vous pouvez demander à ce qu'il coupe les tranches. Après, au tribunal, vous l'avez sans aucun problème. C'est les arbres qui ont 30 ans. Non, mais même s'ils ont 100 ans, Oui, ça... j'ai vu la dernière fois les arbres qui ont plus de 30 ans, ils ont tous les droits. On ne touche pas. Ce qui dépasse chez vous, vous êtes propriétaire, ça ne vous donne aucun droit chez lui. Lui n'a pas de droit chez vous. Vous pouvez demander à un notaire, le notaire a obligation de conseil, c'est gratuit en Alsace. Et il n'a aucun droit chez vous. Regardez votre droit d'achat, vous n'avez pas marqué, vous êtes emmerdé par les voisins avec de noyers. Et alors, après, si vous ne voulez pas, vous pouvez pas lutter contre la chose, sachez que dans le RID, à Heurt, il y a plein de machins qui cultivent pas n'importe quoi, mais qui cultivent tout sous les noyers. Donc la culture sous les noyers, malgré la jus produite, est possible, malgré tout ce qu'on lit dans les bouquins. On peut très bien cultiver sous les noyers, ça dépend de votre terre, ça dépend de la variété. Autre question? Vous avez parlé d'un diplôme de permaculture. Ouais. C'est une formation, parce que là, grosso modo, pendant tout le temps que vous avez parlé, pour moi c'est une langue étrangère, je connais rien du tout. Donc j'imagine qu'il faut avoir dû avoir quelques connaissances théoriques peut-être. Alors, et pratiques de l'agriculture nécessite beaucoup de connaissances, la permaculture beaucoup de connaissances. Moi je compare ça un peu aux arts martiaux. Les gens se prennent au discours et c'est un peu regrettable. Si on prend un samouraï, en un geste il résout un problème. On va dire il décapite le mec devant et derrière et puis il coupe les jambes aux voisins. Combien de temps lui a-t-il fallu pour faire ce geste? On va dire sans même regarder. En 0,2 secondes, il enlève le sabre, sans se couper la main en plus. Il enlève le sabre, il décapite le gars. Au moment où il enlève son chapeau, il le décapite en même temps qu'il a coupé le gars en deux. Quoi. Combien de temps l'a-t-il fallu? Et ça alors que le gars était dans le dos. Quoi. La permaculture c'est un peu ça. Vous avez besoin d'énormément de compétences, de la vie du sol, des adventistes. Faut pas avoir le réflexe du genre là je veux cultiver, je vais déjà tout arracher. Ben merde, tout ça c'est à manger, donc je vais essayer de cohabiter avec ça. Ça nécessite des prérequis. Ceux qui réussissent bien en permaculture, c'est avant tout ceux qui ont eu des grands-parents, qui ont toujours eu un jardin, qui sont nés les mains dans un jardin. Même ceux que l'on a forcé de faire du jardinage. Ceux qui sont écolos chez les oiseaux, les insectes, là, les emmerdeurs de service, parce que quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est pas tout tuer, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Eux, ils ont un regard, une culture, ils ont le détail, ils savent qu'il y a dans un mètre cube de terre, il y a, je sais pas, tant et tant d'organismes vivants. Quoi. Ils commencent pas par tout tuer. Quoi. Donc je sais pas qui vous êtes pour pouvoir donner ce conseil, mais déjà, si vous avez ces cartes-là dans votre jeu, c'est déjà très bien. Vous savez que vous n'êtes pas seul, que ça c'est pas le néant, que ça c'est pas des dollars là qui vont pousser. Quoi.
Et après, si vous n'avez pas ces cartes dans votre jeu, moi je suis de nature autodidacte, j'ai fait une formation que je ne revendique pas du tout parce que j'ai payé en tant que profession libérale 10 jours à rien foutre, à rien apprendre. Ce que j'ai appris c'est en 1 heure. Moi j'étais au bord de la crise de nerfs en partant parce que c'était des mecs super sympas comme je vous l'ai dit, mon pas avec des mecs sympas, je fais rien avec des boîtes de café toute la journée, je fume des clopes toute la journée. Ça m'a vraiment énervé quoi. Non mais j'ai fait une classe prépa, moi quand si je vais un coup, il faut que je sorte avec 5 heures de cours, 5 heures de contenu quoi. Là je sais pas quoi, mais si vous lisez 3 livres, en plus que vous trouvez gratuitement sur internet, vous allez passer maximum une semaine. Je peux vous garantir, vous savez à peu près 10 à 20 fois plus que ce que ces formations vous proposent. Donc la question c'est plutôt par formation autodidacte ou pas, c'est quelle formation? Est-ce que vous êtes autodidacte? Donc moi je vous pousse évidemment, je suis de nature autodidacte, mais bien sûr, passez-vous tes cours à un noir. Mais si vous n'êtes pas autodidacte, moi la plupart des gens qui ont suivi ces cours-là sont très contents, ne serait-ce que parce qu'ils ont fait plein de contacts. Ils ont vu d'autres choses qu'ils ne connaissaient pas, donc ça aussi c'est bien de voir, hein, toucher un petit peu. Hein. Donc là il y a des gens qui sont très compétents. Mais je vous dirai pas qui maintenant si vous voulez, mais il y a des gens qui sont très très bien dedans, et il y a plein de gens qui cherchent du boulot, ils ont fait ça parce que pareil, ils ont fait rater la trier quoi. Hein. Ils font ça maintenant. Il faut savoir aller chez les gens qui ont vraiment une bonne école. Et vous trouvez sur le site BDP Alsace comment commencer en permaculture, vous aurez les livres. Hein. Des articles, comment trouver quels outils acheter en permaculture, voilà, et même des plans, comment ça les jardins. Sur BDP Alsace, et sinon on n'est pas les seuls, hein, vous avez plein de trucs. BDP, c'est quoi? C'est un site internet? Ouais, BDP, comme brin de paille Alsace. Ouais. Bref, BDP Alsace, vous avez tout. Autre question? Ouais, une petite question toute simple, toute pratique. Quand j'ai du liseron qui commence à envahir et que je mets du paillage dessus et que ça pousse à travers le paillage, il faut que j'empile, faut que... Non, c'est un combat perdu. Le liseron, il est là, il est plus fort que vous. Donc, quand vous avez un adversaire, c'est comme les arts martiaux. Quand vous avez un adversaire que vous ne pouvez pas vaincre, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez à vivre avec et vous apprenez à le connaître à mort pour connaître ses faiblesses. Et du coup, ça ne devient pas un ami, mais il ne pose aucun problème lui. Aucun problème. Donc, ce qu'il faut, c'est décompacter à mort le sol. Chez nous, on a tout décompacté. Bon, on a des liserons comme ça. Hein. Énorme. Et après, il faut installer, ce que j'ai dit avant, des cultures qui vont créer une telle pression au niveau racinaire qu'il va partir. Et il y a 0 liseron dans plein de cultures. Hein. 0, alors qu'on a jamais enlevé. Il n'y a qu'un seul jardin qui s'est amusé à enlever le liseron. Le liseron pousse de 10 cm par jour. La plate-fente faisant 70 cm de large, en 3 jours et demi, la racine que vous n'avez pas sortie des allées a recolonisé. En 3 jours et demi, le mec il a besoin d'une semaine hein, pour enlever les racines de 2 plates d'ambre. En 3 jours et demi, avant qu'il arrive au bout, elle est déjà refermée par les racines. Vous ne pouvez pas gagner. Il n'y a qu'une taupe qui peut gagner parce qu'elle est plus rapide que vous sous terre et parce qu'elle le sent. Quoi. Mais vous, avec 2 pieds aériens, c'est pas possible. Quoi. Donc le liseron, il faut faire une pression au niveau racinaire avec des variétés qui l'enlèvent. Et deuxièmement, blinder d'une manière générale. C'est une plante pionnière. Hein. Alors quelles sont les plantes qui vivent mal avec le liseron? C'est le groseille que j'aime pas trop hein, parce qu'il pousse dedans bien. C'est un arbre qui est très clair. Donc il envahit son feuillage et quand vous arrachez le liseron, vous arrachez toutes les plantes, les têtes des tiges et tous les fruits. Ça c'est vraiment gênant. Mais sinon, il pose pas de problème. Laissez-le bien pousser, quand il est bien fort, vous chopez tout le tissu et en un coup de main vous arrachez tout. J'ai une deuxième question par rapport aux étages, aux différents étages. Ici vous avez mis donc des hautes tiges. Est-ce que vous pensez que c'est la hauteur maximale ou est-ce qu'il faudrait des arbres au-dessus des hautes tiges pour que les hautes tiges finalement soient déjà sous le couvert végétal? Non, parce qu'un arbre normal, en forêt, il fait 30 mètres. Attendez, il faut distinguer les arbres de sous-étage et des arbres de canopée, hein, c'est-à-dire qui sont faits pour ne rien avoir au-dessus. On n'en a quasiment pas ici, ces arbres. On n'a pas de chêne, on n'a pas de hêtre, tout comme ça. Quoi. Donc on a beaucoup d'arbres de sous-étage. C'est vrai qu'ils auraient besoin, eux, de couverts, mais ils poussent aussi bien sans. Hein. La mélanchée, on a 2 arbres de sous-étage parfaits qui bougent pratiquement dans l'obscurité, pas totale, mais en couvert total. C'est la mélanchier et la zéminier. Ils poussent sous une canopée complètement fermée. Mais ils poussent aussi en plein soleil. J'ai connu dans le sud de la France, dans les tas de caillasses, des éboulis sans terre. Ils poussaient et j'ai mangé plein de fruits. Hein. Ils poussent sans terre. La zéminier et la mélanchier. Ils poussent face à nord, sous un arbre, sous un sapin, ça pousse. Ça pousse sous les conifères à frondaison fermée. Quoi. La mélanchier. Quoi. Et il y a peu d'arbres qui font ça. Hein. Il y a le buis, lui, et puis je ne sais plus lequel encore qui arrive à faire ça. Les autres, ils n'arrivent pas. Hein.
Dans un conifère, dans une forêt de conifères pure. Donc le plus haut étage, c'est le haut tige. Et en dessous, Ça dépend de plein de choses. Nous, on part pas forcément de l'état. Je ne cherche pas le bien-être de la forêt, je cherche mon bien-être. Donc je vais. Ici, on a fait un jardin en fonction des cultures. Donc il y a des zones des clairières où il y a zéro ombrage, quasiment pas, et deux autres où il y a un ombrage total toute l'année. Et donc en fonction de ça, on va mettre les cultures conséquentes. Quoi. Et après, c'est les proportions, c'est en fonction de ce que vous mangez. Ici, on a fait des moyennes. On a fait pour le standard moyen, quoi. Mais c'est un fou de fraises. Ça marche pas ce qu'on a fait. Autre question? J'avais une question pour le mûrier ronce, il faut le dégager ça ou... Le mûrier ronce, ouais, c'est ce que j'appelle la mûre. Hein. Ouais. Le mûrier, c'est des arbres donc, hein. Ouais. C'est des grands. Ouais. Tout ce qui est ouais, ronce, Ouais, sauvage, c'est à dégager du jardin ça. Quand vous lacérez, si vous avez des enfants une fois qui s'abîment bien avec, moi j'ai un copain comme ça, que moi je qualifie de négligent, il a des rosiers sauvages partout. On n'arrive même pas à passer, je sors, mais je suis lacéré partout de son jardin. Quoi. Alors je viens juste rendre visite, quoi. Je sais pas comment ils bossent là-dedans, mais choisissez vos armes. Quoi. Moi je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être heureux, et des gens qui sont faits pour être malheureux. Il y en a qui sont attirés systématiquement vers les emmerdes. Quoi. Moi les ronces, ça fait partie des emmerdes. Quoi. Quand je rentre, j'ai une ouverture là et plein de sang qui tombe, du sang sec, on me demande qui tu t'es battu. Non, j'étais au jardin. Quoi. J'étais dire bonjour à mon copain. Quoi. Punaise, je sais pas moi. On peut voir les choses simplement aussi. Hein. Les ronces, j'adore ça, c'est un des meilleurs fruits. Quoi. Mais dehors, c'est Churchill qui disait à propos des femmes, j'adore les femmes. Dans les femmes, c'est comme les éléphants, je trouve ça très bien, mais j'en voudrais pas chez moi. Et, ça, c'est le point de vue de Churchill, quoi. Hein, je fais pas de commentaire, mais j'ai la même réflexion avec les ronces, quoi. Il y en a, c'est le truc, quoi. Je ne vais pas leur casser la baraque, hein. Ils ont droit à leur façon de voir. Moi, c'est dehors. Autre question? Et on peut s'en servir comme paillage si je les dégage Non, le paillage, punaise. Les ronces, moi j'ai fait la connerie de faire couper des tailles, les couper en 1000 morceaux. Tu te la serres les mains tout le temps, les pointes elles te durent longtemps. Parce que moi je travaille avec les mains dans la terre et là c'est pas bon. Ok. Question? J'ai vu dans le document des rangées de vignes avec de la prêle qui est certaines infos que je vais essayer de me demander si vous connaissiez un peu le bénéfice. Alors j'ai jamais eu de prêle, je peux pas répondre. La prêle est une plante bioindicatrice très caractéristique qui rêve des sols hydromorphes en général, hein. Ça pousse vraiment dans l'eau, hein. Ça pousse dans un mètre d'eau. Et une composition très particulière. C'est pour ça que c'est bizarre qu'ils soient dans Que j'ai jamais eu, mais bon, je n'ai pas de commentaire à vous faire, je suis pas compétent. Autre question? Et pourquoi vous disiez ne pas utiliser de plateau flottant? Je trouve ça très très. Non, je l'ai utilisé, j'ai fait de la pub pour les débutants. Parce qu'en fait, j'ai raté tous les semis cette année, parce que j'avais dépassé de 2 mois la date de validité du compost. Parce qu'il faut utiliser un substrat particulier. Bon, au début, je le faisais moi-même, avec certains légumes ça marche, mais le substrat est filant dans les trous, il tombe avec l'eau, et donc le mieux c'est de l'acheter. Et là, ce qu'on a eu, on a eu un développement d'algues, je sais pas, qui a pris tout l'azote, et donc le substrat était mort, nutritivement, donc on a fait des quantités énormes, j'ai fait 8 ou 12 plateaux, c'est beaucoup, hein. C'est pratiquement 2 cycles entiers de tous les légumes, ça fait ça, je sais pas comment. Un plateau fait 240 légumes. Faites 2 plateaux x 2, vous voyez la quantité de légumes que ça fait perdu? Simplement parce que le substrat avait dépassé sa date de péremption, quoi. Donc moi je dis laissez tomber pour les débutants. Sinon c'est un bon truc, mais ça coûte quelque chose, quoi. Ouais, ouais. La jardinière, c'est ce qui m'a sauvé, et ma mère fait ça tout le temps, donc je lui rends honneur et rends hommage. Ça marche très très bien. Pour les débutants, c'est la jardinière, c'est vraiment bien. J'ai mis des photos hein, sur comment faire ces plantules sur BDP Alsace. Vous voyez les jardinières, mais blindées. J'ai 50 pieds de tomates, 250 pieds de salade dans une petite jardinière comme ça. Mais vous ne pouvez pas avoir des rendements comme ça autrement. Avec du compost, des trucs ramassés par terre, quoi. Hein. Donc sans passer par la case magasin. Autre question? Oui, quand vous parliez de couvre-sol, là, si un couvre-sol occupe tout l'espace, on ne paille plus à ce moment-là. Oui, le but c'est de ne plus pailler. Le but c'est de ne plus pailler, mais vous n'y arrivez pas toujours. Là, si vous venez dans mon jardin, j'ai des zones où je suis obligé de continuer de pailler parce que ça ne s'y prête pas trop, ça dépend des cultures. Là, on rentre dans les débats spécifiques. Je vais passer le tuyau d'arrosage. Sur moi ou sur vous, histoire de clore la... Pardon? Alors, ce qui paraît, le pompier, c'est indicateur d'une carence en calcium, c'est ça? Le pompier d'été? Bah, le pompier qui pousse en ce moment. Il y en a 2, ouais, c'est le pompier d'été. Et il y en a 2, d'accord. Forcément, c'est pas carence en calcaire, ça c'est. D'accord, voilà. Ouais, c'est un sol hyper calcaire. Non, ça pousse partout. Hein. Ça développe bien. Ouais. Non, ça pousse partout le pompier. Ça pousse partout, donc Ouais. ouais, il ne faut pas s'inquiéter. Ah non,